l'EHPAD, l'EHPAD, le Paradis des aînés, qui est avec nous aussi. Non, c'est Non, l'Hypergris. c'est les périls. L'Hypergris. Mais le Paradis des aînés qui est à distance, l'EHPAD Modélage, l'EHPAD Soleil à nous qui est à le lycée agricole, l'agrocampus Bémao qui est avec nous, Éveil Créole qui malheureusement est excusée, donc Dany Ménard devait venir et puis voilà, elle est excusée. La mairie de Basse-Terre qui doivent être sûrement à distance, la MFR de Petit Canal et la MFR du Lamentin également à distance. Pour la Martinique, on a le centre hospitalier intercommunal Sud Caraïbes, la CTM, le CROUS également, enfin CLOUS de Martinique qui est présent à distance, la cuisine centrale du lycée Léopold Bissol, donc avec Madame Marthe Rose, la DAF de la Martinique. Pour la Guyane, on a la Caisse des écoles de Matoury, la cuisine centrale de Rémire-Montjoly qui est présente et qui nous fera un petit retour d'expérience. Donc je remercie par avance Madame Balit, le Clous de Guyane, l'IFIVEC pardon, et Sodexo. Je t'en prie, Mélanie, je te laisse la parole. Oui, merci Virginie. Et bah, du coup, je me présente, donc Mélanie Simon, formatrice et diététicienne donc chez Restoco. Très heureuse d'être parmi vous à distance pour animer ce webinaire. Et je tiens à remercier Virginie aussi par rapport à toute cette organisation pour voilà, l'ensemble du webinaire depuis le départ. Donc j'ai cliqué hein, sur enregistrer. Donc voilà, on va avoir l'enregistrement du webinaire. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, c'est parfait. C'est parfait, ça marche. Est-ce que tu voulais dire un mot au départ par rapport au contexte du projet, Virginie? Alors oui, mais j'ai la bouche pleine, donc attendez une petite seconde. Parce qu'en Pas de plus de souci. l'accueil, on a le droit à des très bonnes pâtisseries, donc bon. Donc c'est Faut en bon, profiter. exactement. Euh, Donc oui, effectivement, ce webinaire est le troisième webinaire que nous organisons dans le cadre, dans le cadre de l'accompagnement, donc Mon Resto Responsable, qui est proposé depuis maintenant un an et demi. Donc en fait, Restoco, aux côtés de Légumes de France et de l'Association française des diététiciens nutritionnistes, sont lauréats d'un appel à projet vers la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, donc appel à projet 2025. Et donc, ce projet a pour objectif d'accompagner tous les restaurants collectifs volontaires pour intégrer une démarche de progrès et d'amélioration continue des pratiques jusqu'à mars 2027 et même au-delà au travers de la démarche Mon Resto Responsable. Donc, ce qu'on propose aux établissements qui sont volontaires, c'est un accompagnement pour intégrer la garantie participative de progrès gratuite Mon Resto Responsable, du diagnostic jusqu'à la préparation de la séance publique et bien sûr en passant par la définition du plan d'action. Et au travers également de ce projet, nous est aussi proposé un accompagnement au travers de webinaires techniques sur différentes thématiques. On a eu déjà un au mois de novembre avec Légumes de France sur la thématique de l'approvisionnement local. Et ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de traiter la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du diagnostic jusqu'à la mise en place d'un plan d'action. Et donc, je te laisse la parole, Mélanie Simon. Donc, je le rappelle pour celles et ceux qui viennent d'arriver, Mélanie Simon, qui est diététicienne nutritionniste au sein du service formation de Restoco. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, hein, Restoco, c'est une association qui a maintenant 60 ans, si j'ai pas de bêtises, Mélanie. C'est ça, on fête les Voilà, qui a 60 ans cette 60 année. ans, qui fête ses 60 ans cette année, et donc qui représente le secteur de la restauration collective en gestion directe partout en France hexagonale, mais aussi dans les Outre-mer. Donc on a un peu plus de 20 000 adhérents. Et on a aussi un service formation à destination de nos adhérents qui propose voilà, des formations à des tarifs préférentiels sur tout un tas de thématiques, donc avec des professionnels du secteur. Je t'en prie, Mélanie, je te laisse prendre la parole. Super, ben merci beaucoup. Donc l'idée de ce webinaire, comme l'a dit Virginie, donc c'est d'évoquer hein, la thématique qui nous rassemble tous aujourd'hui, hein, celle du gaspillage alimentaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir peut-être voilà, vous donner quelques outils, en tout cas pour peut-être démarrer ou poursuivre une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc concrètement, comment mettre en place des pesées, comment réaliser son diagnostic, comment voilà, mettre en place un plan d'action, repartir peut-être de ce webinaire avec quelques idées d'action à mettre concrètement en place. L'idée aussi, c'est de favoriser les échanges, donc avec notamment le témoignage hein, de l'établissement en Guyane qui nous fera part hein, de ses retours. Et puis, voilà, éventuellement, si on a un petit peu de temps à la fin aussi, laisser la parole pour vous laisser la parole pour savoir un petit peu quelles actions vous pensez peut-être mettre en place ou où est-ce que vous en êtes dans cette démarche.
Donc voilà sur les différents objectifs hein, du webinaire. Alors, au niveau du programme, donc comme on le disait, on va voilà, aborder un petit peu l'évaluation du gaspillage en abordant aussi le contexte réglementaire hein, dans lequel s'inscrit hein, cette démarche de lutte contre le gaspillage, faire un petit rappel sur ce contexte, voir de plus près les causes de gaspillage et puis quelles actions on peut initier assez rapidement, assez facilement dans son établissement. Donc, quelques idées, hein avec ensuite un retour de cas concret et puis voilà, quoi faire des économies réalisées. Et puis repartir avec quelques nouvelles pratiques et vous présenter des outils qu'on vous mettra à disposition suite au webinaire. Euh, et vous présenter également voilà, un petit logiciel qui permet de suivre le gaspillage alimentaire dans le temps. Et puis un support notamment de diagnostic, un petit tableur Excel pour le diagnostic. Donc, le tour de table, Virginie vient de l'effectuer. Donc, évaluer son gaspillage alimentaire. Donc, ce que je vous propose, c'est pour démarrer, on va aborder ces différents éléments de chiffres et de contexte réglementaire au travers d'un petit quiz. Donc, vu qu'on est quand même nombreux, l'idée, c'est, voilà, si un établissement souhaite prendre la parole sur chacune enfin, sur une affirmation différente, en fait, je vais vous proposer des affirmations. L'idée, c'est d'établir si c'est vrai ou faux. Et donc, voilà, pour les personnes qui le souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas, ou à noter votre réponse dans le chat. Donc, pour commencer, quelques chiffres et définitions. Donc, la première affirmation, à votre avis, donc, le gaspillage alimentaire correspond à des denrées alimentaires comestibles entamées. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, qu'est-ce que ça dit en Guadeloupe? Non. Faux? Faux. Faux? Est-ce qu'en Alors, Martinique, on a une réponse? Non, vous savez pas? il y a le En micro Guyane. qui est... Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, mais le micro est coupé. Alors, attendez, je pense qu'on peut le... Euh, alors, Alors, effectivement... Mélanie, c'est quoi la réponse? Ah, le suspense! Alors, du coup, vrai, mais pas que. Donc, effectivement, vous aviez raison. Le gaspillage alimentaire correspond à la fois à la partie comestible des déchets alimentaires, mais entamés ou non. Voilà, il n'y a pas question enfin, on ne pose pas la question de savoir si c'est entamé ou non. L'ensemble de ces déchets alimentaires, c'est du gaspillage alimentaire. Par contre, bien différencier hein, le gaspillage alimentaire des déchets alimentaires non évitables hein, du type coquille d'œuf, épluchure de banane, os de viande, arêtes de poisson, qui ne vont pas être comptabilisés hein, dans le gaspillage alimentaire. Hop. Alors, je vous ai remis du coup la définition du gaspillage alimentaire hein, donnée par la loi AGEC de 2020. Donc, c'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Et donc, comme on le disait, hein, bien différencier ces denrées des déchets alimentaires non évitables du type coquille d'œuf, épluchure de banane, ça peut être aussi épluchure d'ananas, de melon, etc., hein, de fruits qui pourraient peser lourd aussi au niveau de leurs écorces, os de viande, arêtes de poisson. Et donc le gaspillage alimentaire, hein, il va être présent tout au long de la chaîne de production, de distribution, de consommation, du champ à la fourchette. Donc l'ensemble des acteurs de cette chaîne vont être impliqués hein, dans cette démarche de gaspillage alimentaire. Donc c'est intéressant parce que bah, effectivement, on va avoir ici, vous avez parfois proposé du melon, de la pastèque, donc des bananes, et donc tout ça, bah, comment dire, les pelures, quoi, enfin les épluchures, Mm, vont avoir un poids qui est quand même assez conséquent, quoi. Donc mm, ça fait pas partie du gaspillage alimentaire, donc il faut vraiment le sortir, ce poids. tout à fait, ouais. Alors, autre question. Dans le secteur de la restauration collective, le gaspillage alimentaire moyen par convive et par repas est de 180 grammes. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, est-ce que vous savez? Alors, c'est un peu moins, vous pensez? 120, c'est par an. 120? Par an. 120, 140? Il y en a qui pensent que c'est plus et d'autres qui pensent que c'est moins ici.
C'est une moyenne, donc moi je dirais que c'est vrai. Certains disent 80 grammes en moyenne, et vous vous dites que c'est une moyenne, donc ouais, vous pensez que c'est vrai. Ok. S'il y Ça a d'autres marche. réponses, n'hésitez pas, hein. On prend beaucoup la parole en Guadeloupe parce qu'on est nombreux, mais J'ai vu Madame Balit, je crois, qui voulait répondre. Ah, on vous entend pas par contre. Là, vous m'entendez? Oui. Voilà. Bonjour. C'est 120 grammes, il me semble. Alors, la moyenne, en fait, est de 100 grammes par couvert par jour. C'est la moyenne, hein, vraiment, au niveau du gaspillage. Donc, c'est les chiffres de 2024, hein, selon l'ADEME. La question d'après va refaire aussi le... On va pouvoir rebondir un petit peu sur cette donnée. À votre avis, le secteur scolaire est le secteur où le gaspillage par couvert et par repas est le plus élevé? Vrai ou faux? alors? Non, vous pensez pas? Oui. Je pense. Je pense. C'est des concernés. On a les deux. On a les deux retours. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Je pense que c'est Ah, certains disent que c'est les centres hospitaliers. Qu'est-ce qui est le plus? Ou les EHPAD. Ouais. Ok. Donc effectivement, ça va être le secteur de la santé qui va avoir la moyenne de gaspillage la plus élevée, hein, de 120 grammes par couvert par repas. Le secteur scolaire, on va être autour des 100 grammes. Et pour le secteur entreprise et administration, 95 grammes. Voilà. Donc, hop. On vous a remis, hein, ces chiffres-là justement sur cette diapo avec voilà, les rappels par secteur, hein, des chiffres de l'ADEME et avec la moyenne, hein, du gaspillage pour la restauration collective qui s'élève donc à 100 grammes par couvert par repas. Alors, à votre avis, au niveau du repas, c'est le plat principal qui est le plus gaspillé? Alors, est-ce que c'est le plat principal selon vous qui est le plus gaspillé? Oui, oui. L'entrée, Il y a le pain. le pain, L'entrée et le pain, oui. Ouais, le pain. Mhm. Ok. Donc, les réponses semblent aussi être variées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? est-ce qu'en Guyane, vous avez des observations particulières sur le gaspillage au niveau des différentes composantes du repas? Est-ce que vous sauriez dire si, selon vous, c'est plus les entrées, les accompagnements, le plat principal qui est le plus gaspillé? Alors, justement, on n'a pas encore fait le détail, hein, Oui, des déchets, mais à mon avis, c'est le pain. D'accord. c'est le plat? Ok. Le pain, le pain. Le Le Ah, le pain. pain pain, qui le pain. accompagne les repas. Ok. Alors, bah, par rapport aux moyennes, hein, relevées aussi par l'ADEME, donc c'est vrai, c'est plutôt en règle générale le plat principal, mais après, effectivement, ça va dépendre, hein, de vos établissements. Euh, donc, c'est effectivement l'accompagnement, la viande, poisson qui seraient les composantes du repas les plus gaspillées. Donc, je vous ai remis un petit peu aussi les chiffres clés de l'ADEME en 2024, hein, avec la répartition justement du gaspillage au niveau du repas. On voit, hein, que l'accompagnement et la viande poisson, donc c'est 25% plus 35% du repas. L'entrée vient derrière avec 16%, le dessert, le fruit 12%, le pain 8% et fromage laitage 4%. Et vous avez aussi la répartition du gaspillage par étape du repas. Donc 60%, hein, correspond au reste d'assiette, c'est-à-dire vraiment le reste du côté des convives. 34%, ça correspond du coup au reste du fait des préparations non servies, donc des restes, ou ce qu'on appelle aussi restes de production. Le gaspillage provenant de la préparation, c'est 5%. Et puis après, vous avez les données aussi selon le mode de gestion, donc si c'est concédé ou autogéré, où il y a légèrement plus de gaspillage sur l'autogestion. Et selon le mode de liaison aussi, si c'est sur place en liaison chaude, en liaison froide. On retrouve un peu plus de gaspillage sur la liaison froide avec 130 grammes. Alors, sur le contexte réglementaire, la loi Egalim est une loi qui encadre la notion de gaspillage alimentaire en restauration collective. Alors, est-ce que vous savez si la loi Egalim intègre cette dimension-là de gaspillage alimentaire? Ouais. Ok, donc ici, on pense que oui.
On pense que oui, ok. Est-ce que pour les autres, c'est le cas aussi? Ok. Donc effectivement, c'est vrai, mais pas que. Donc effectivement, on retrouve la notion de gaspillage alimentaire dans la loi Egalim, également dans la loi AGEC, donc la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de février 2020, et la loi climat et résilience de 2021. Donc pour vous donner un peu plus les détails, vous aurez de toute façon le diapo à la fin du webinaire. Mais du coup, pour vous donner quelques indications, donc sur la loi Egalim, on retrouve la notion de diagnostic sur le gaspillage depuis 2020, l'obligation de proposition d'une convention de don à une association d'aide alimentaire pour les établissements qui préparent plus de 3000 repas jour, l'interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents, la loi AGEC qui intervient sur la définition du gaspillage alimentaire, qui a parlé d'objectifs de réduction, donc depuis 2020, la réduction du gaspillage alimentaire de 50%, le label national anti-gaspi, et au niveau de la loi climat et résilience, il a été évoqué donc l'expérimentation d'une solution de réservation de repas en restauration collective. Alors, pour poursuivre, à votre avis, les actions à mener pour lutter contre le gaspillage alimentaire doivent être uniquement suivies par le personnel de cuisine? Non. Ici, c'est un non catégorique. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ouais, je vois par le chat, non. Et dans le chat aussi, je crois que j'ai vu Madame Balit aussi hocher la tête négativement. Donc, ouais. Donc effectivement, c'est faux. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un travail pluridisciplinaire, donc on va en reparler, hein, mais le groupe de travail doit être composé par des membres de l'ensemble des services de l'établissement. C'est vrai que plus chaque service est représenté, mieux c'est pour suivre les actions dans le temps. Hop. Ok. Alors, merci pour votre participation par rapport à ce petit quiz. Donc, on va enchaîner par rapport justement à cette évaluation du gaspillage. Je vous propose ici une méthodologie, euh, une idée de la méthodologie, et puis on ira creuser chacun des points affichés. L'idée pour amorcer une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est d'abord de créer un groupe de travail où on va réunir, comme on disait, l'ensemble des différents services de l'établissement qui va être représenté. La réalisation d'une semaine de pesée pour concrètement avoir des notions chiffrées pour pouvoir quantifier le gaspillage dans son établissement. L'établissement d'un diagnostic pour pouvoir justement évaluer un petit peu les causes de gaspillage au sein de son établissement. Ces trois éléments vont nous permettre de pouvoir analyser donc les résultats et ensuite de définir et suivre son plan d'action. Donc pour commencer, déjà le groupe de travail. Donc n'hésitez pas s'il y a des réactions sur le chat ou à poser vos questions en même temps. Le groupe de travail, son rôle, ça va être de définir un plan d'action, son calendrier de mise en œuvre. Ça va permettre de suivre la mise en place des actions dans le temps, d'organiser la mobilisation de l'établissement et la diffusion des résultats, et du coup de créer une dynamique au niveau de cette démarche de anti-gaspi qui va permettre de pouvoir être perdu, enfin se faire perdurer en tout cas dans le temps. Ce groupe de travail, dans l'idéal, c'est de définir un chef de projet qui va pouvoir organiser les réunions, qui va pouvoir échanger avec l'équipe constituée sur les motivations. Il va pouvoir aussi définir les objectifs du projet, les moyens pour y parvenir, définir un rythme des réunions de travail et réaliser un compte-rendu à chaque rencontre. Donc après, ces réunions de travail, c'est pas nécessairement trop souvent, puisque du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi Ah, Virginie, tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais te poser la question, toi, selon ton Ouais, expérience d'accompagnement des établissements sur cette thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire, oui. souvent, qui compose, de qui est composé ce groupe de travail? Alors, le groupe de travail, donc ça dépend des établissements, effectivement, si c'est le scolaire, le côté médico-social, hôpital, etc. L'idée, c'est d'avoir, pour démarrer, de commencer au moins avec la direction de l'établissement, la gestion, et puis généralement la restauration. Et
au moins d'avoir ces trois secteurs-là, on va dire, puis après d'étendre ou de commencer de façon étendue si c'est possible, mais en tout cas de pouvoir amorcer cette dynamique-là. Donc on va juste le voir après pour vous donner des exemples justement de quelle typologie de profil, justement de personnes qui peuvent constituer justement ce groupe de travail pour vous donner un ordre d'idée. Et après, ces réunions de travail, l'idée, c'est de faire ça 2 à 3 fois par an, pas forcément plus, pour se laisser aussi du temps pour mettre en place les actions. Ok. Ces réunions de travail peuvent se greffer, je pense, tout à fait à la démarche Mon Resto Responsable, justement pour mettre en place ces actions et définir le plan d'action. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais ta réunion de suivi des engagements, t'en profites pour faire aussi la réunion de suivi de la lutte contre le gaspillage. Oui, ok, ça marche. Merci. Tout à fait. Donc voilà pour la composition du groupe de travail, justement. Vous voyez, par exemple, dans le secteur médico-social, donc on peut tout à fait intégrer donc, le directeur d'établissement, le responsable restauration, personnel de production, agent de service, plonge, magasinier, le responsable hôtelier, des diététiciens, le médecin coordonnateur, personnel soignant, cadre infirmier, personnel d'animation. Pour aller plus loin, donc on peut aussi intégrer les convives. Euh, Dans le secteur scolaire, ce qu'on retrouve généralement, c'est le proviseur, directeur d'école, le gestionnaire, le référent restauration cuisine satellite, si jamais on est sous forme de cuisine centrale et satellite, le responsable restauration, personnel de production de la cuisine centrale, agent de service, plonge, magasinier, infirmier scolaire, professeur, instituteur, surveillant et éventuellement des élèves. Notamment au niveau scolaire, on retrouve régulièrement des éco-délégués aussi qui font partie du groupe de travail. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant puisque du coup, ils se font un petit peu porte-parole pour voilà, les copains-copines au niveau de leur classe. Par rapport à la réalisation de la semaine de pesée. Donc, l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir peser sur plusieurs jours consécutifs pour avoir vraiment des résultats pertinents et qui soient représentatifs, puisque sur une seule journée, c'est pas le cas, puisque ça va forcément dépendre du menu. Donc, l'idéal, c'est d'avoir au moins une semaine, donc au moins 5 jours. Après, ça peut être tout à fait échelonné dans le sens où on peut très bien se dire, pour commencer, voilà, on pèse tous les mardis pendant 5 semaines. Bah, du coup, ça permet d'initier la démarche sans forcément mobiliser une semaine et se dire, bah voilà, si déjà on arrive à mettre un jour par semaine des pesées en place, bah, ça permet à tout le personnel finalement de prendre un petit peu l'habitude. Et après, on peut se dire, bah oui, effectivement, là, on peut intégrer une semaine complète. Donc, par rapport aux déchets à trier, donc généralement, ce qu'on va préconiser, ça va être de trier le pain, parce que c'est un élément en fait sur lequel on va pouvoir facilement réduire le gaspillage en fait, avec différentes actions qu'on va pouvoir mettre autour. Et généralement, en plus, le pain, c'est assez, voilà, ça saute un peu aux yeux, c'est quelque chose qui est assez représentatif voilà, ce pain est assez parlant généralement. On va pouvoir aussi trier donc les restes non consommés des convives, donc c'est-à-dire les restes d'assiettes, les restes de production qui ne peuvent pas être servis. Donc ça, c'est vraiment les restes de bacs gastro qui ont été présentés mais qui n'ont pas été consommés, ou encore des assiettes prédressées, par exemple, qui sont dans le self et qui ne peuvent pas être servies derrière. Et puis on note aussi les emballages, donc on est bien d'accord, ça ne fait pas partie du calcul, en tout cas du gaspillage alimentaire, mais ça peut permettre d'avoir des indications sur le volume, en tout cas, d'emballage qui est jeté. Donc ce qu'on a noté, bien noté aussi les On a une- effectifs. Pardon, Mélanie, on a une question ici. Oui, Deux questions. pas de souci. Deux questions. Alors, moi, ma question, elle concerne le pain. Oui, Parce que certains de nos patients, ils enlèvent le pain du plateau. Pardon, le micro est là. Pardon, c'est en direction. Euh, les patients, en fait, ils enlèvent le pain du plateau oui. pour, pour avoir la possibilité de le consommer plus tard. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc, sur la notion pain, ça sera un peu difficile pour nous de savoir Ça a été vraiment, gaspillé, ouais, pas. si ça a été Ça a été gaspillé ou pas. consommé ou pas. Parce qu'ils peuvent le garder un jour, 2 jours. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. C'est pareil. Et c'est pareil pour les desserts aussi, parce qu'ils ont un mini frigo dans les chambres.
Et donc, Ouais. du coup, ouais, ça sera un peu D'accord. compliqué. Dans ce cas-là, toi, tu le compterais ou pas comme du gaspillage? Moi, j'aurais tendance à dire que non, je le compterais pas si c'est mis de côté. Ouais, tout à fait. Ouais, non, effectivement, on peut pas, c'est pas compté comme du gaspillage puisque du coup, ça va être consommé ultérieurement. Donc après, c'est vrai qu'on ne sait pas la finalité parce que peut-être qu'au bout d'un moment, il va le jeter parce que le patient l'aura oublié peut-être dans son frigo ou etc. Mais en tout cas, on peut pas effectivement le compter dans le gaspillage. Mm. Ouais, c'est pas trop compliqué pour le suivi, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Et il y avait d'autres questions? Ouais. En ce qui s'agit des emballages, il sera pesé, comment il sera quantifié? Oui. Alors, oui, t'as entendu? Ouais, au niveau des emballages. Les emballages, ouais. Oui, donc tout à fait. C'est, en fait, les emballages, ça peut être pesé. Donc après, c'est pas obligatoire hein, en fait pour quantifier en tout cas le gaspillage alimentaire. C'est plus pour avoir une information pour vous par rapport à la gestion des déchets derrière, à la taille des poubelles, etc. Mais en tout cas, effectivement, pour les quantifier, on va les peser. Pour info, c'était une action qui avait été mise en place par le Crous de Martinique dans le cadre de Mon Resto Responsable. Ils s'étaient engagés en fait à peser leurs emballages, leurs déchets Mhm. d'emballage pour voir déjà quel était le volume, la quantité en fait, pour ensuite être capable de mettre en place des actions pour les diminuer les emballages et voir si ça a vraiment eu un impact. En fait, c'est plus pour ça, si vous avez envie. Chez nous, nous avons la déchetterie. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un camion qui passe, on a un conteneur, Ouais. on met tous Mhm. les emballages et chaque semaine, il y a un camion qui passe récupérer les déchets. Tout Oui, ce qui est D'accord. emballage. donc déjà, c'est très bien, vous avez le prix qui est mis en place. Du coup, Mhm. là, vous pouvez vous effectuer un focus effectivement sur les biodéchets Mhm. avec cette distinction pain et puis reste ensuite au niveau de la desserte, au niveau du service. Mhm. Tout à fait, ouais. Et puis, du coup, ce qu'on vous a mis, hein, bien noter aussi vos effectifs hein, prévus, produits, servis pour chacun des jours de pesée. Alors, ce que ça veut dire, c'est effectifs prévus, c'est vraiment les effectifs prévisionnels, hein, ce que vous allez, pour combien vous allez commander finalement hein, de marchandises, ce que vous allez produire le jour J, qui est peut-être un petit peu différent de ce que vous avez commandé. Si jamais vous savez que le jour où vous allez peser, vous avez 10 absents, vous allez peut-être produire un petit peu moins que ce que vous avez prévu. Et les effectifs servis, donc qui correspondent aux effectifs réels, qui vont nous servir justement à bien quantifier, à ramener le gaspillage à une notion de part convive, puisque vous aurez effectivement le poids global du gaspillage, les effectifs servis en face, ce qui va vous permettre d'avoir un chiffre derrière du gaspillage, en tout cas par convive. Et puis derrière, il y a la possibilité de peser plus ciblé, plus complexe par la suite. Parce que ça, déjà, du coup, c'est déjà une belle démarche de mettre en place hein, ces pesées globales. Derrière, si on le souhaite, rien n'empêche d'aller creuser effectivement un petit peu plus loin en se disant peut-être que ce jour-là, on a envie de peser le potage. Je pense notamment aux EHPAD ou à l'hôpital où on veut connaître spécifiquement le gaspillage de potage. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, nous, lors des accompagnements, qui est souvent assez parlant aussi sur ce type d'établissement Et ou justement, autres recettes. Ouais. petite question, Mélanie, pour le gaspillage de potage. Ça, je sais que c'était un sujet souvent avec les établissements qu'on accompagne sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que si tu pèses un potage, c'est nécessairement très lourd. Donc, comment tu fais pour enlever la part d'eau à l'intérieur? Ouais, bah ça généralement en fait on compare la quantité, en fait on l'enlève pas forcément, on compare plus la quantité qui va être gaspillée et la quantité qui a été préparée. C'est plus cette donnée-là qu'on va regarder. Une Euh, différence entre le préparé et le gaspillage. c'est ça. Et une question Hum, aussi. Euh, J'aimerais savoir comment, parce que, par exemple, on a un effectif, chiffre, on nous a donné 120, il ne ouais. rajoute pas, chiffre réel, on fait 90. Alors, le reste, les compter, on gaspille ou comment on le compte? Alors en fait si vous avez par exemple produit pour 120 et que vous avez réellement servi 90, bah, du coup on peut estimer que vous avez 30 repas qui sont de la surproduction. Et du coup, cette surproduction-là, donc soit il y a peut-être une partie que vous allez repasser le lendemain si jamais ça n'a pas été présenté. Donc ça, c'est pas du gaspillage, mais on va dire c'est ce qu'on appelle de la repasse, hein. On va le repasser un peu plus tard. Mais en tout cas, ce chiffre-là de 30 repas, ça peut être assez parlant. Notamment pour la vie scolaire. Je ne sais plus si vous êtes dans un établissement scolaire ou pas. Mm. Oui, enfin, Oui, c'est c'est ça. agricole. D'accord, oui.
Donc effectivement, ça peut être important pour se dire, bah voilà, d'où la nécessité que soit les élèves ben, s'inscrivent à l'avance ou alors que la vie scolaire vous communique les effectifs, parce que ça, c'est un gros point souvent, c'est un gros sujet dans le secteur du scolaire. Mais en tout cas, voilà, parce que une des causes majoritaires hein, de gaspillage à ce niveau-là. Et, Donc l'importance de bien connaître effectivement ces effectifs. Et donc, on bien faire la distinction, comme tu disais, quand on a du non servi, on a la part non servie qui a été présentée au niveau du self et qui donc doit partir à la poubelle et c'est ça le gaspillage. Mais ce qui est non servi et qui est resté en température peut être refroidi en cellule de refroidissement et, comme tu disais, repassé ultérieurement. Et ça, ce n'est pas du gaspillage. Tout à fait, ouais, Considéré, comme tu exactement. dis, intéressant comme chiffre pour se dire on a trop produit, donc ajuster les fois suivantes. Exactement. Ça peut permettre du coup d'avoir une donnée en tout cas chiffrée sur cette surproduction et du coup une cause de gaspillage qui peut être voilà, une action à mettre en place justement pour réduire son gaspillage. Mm. Alors, on a une autre question ici, Mélanie. Ouais. Une question un peu, j'ai envie de dire, d'ordre opérationnel. C'est vrai que dans le cadre du plan cantine, on accompagne un certain nombre de restaurations collectives. Et dans les diagnostics qu'on a pu faire sur le terrain, on a souvent un peu la question ce qui remonte, c'est que c'est pas fait parce que on manque de moyens. Donc, concrètement, en termes de ressources humaines et matérielles, je sais pas si ça va être abordé après, Oui. abordé après, s'il y avait des personnels identifiés ou comment on peut un peu relever, mobiliser certaines ressources. C'est un gros enjeu hein, des établissements aussi qu'on accompagne. On a remarqué ça, puis même le fait de ne pas avoir de balance aussi. Hein. Voilà, Pas ça. de balance. Des Donc fois, ça, le truc, il est rond, il est pas carré, ils peuvent pas mettre les assiettes, enfin, tout à fait. la moindre Mm. excuse, entre guillemets, le moindre frein fait qu'on fait pas aussi. Alors déjà, on va rappeler que c'est obligatoire. Hein. Donc, déjà, le point 1, c'est que c'est obligatoire. Et puis du coup, bah, Mélanie, oui, peut-être s'il n'y a pas de Alors, question, je après, vais peut-être enchaîner, comme ça on va voir au niveau pratico-pratique ok. comment ça se met en place. Merci. Oui, pas de souci. On va effectivement aborder ça d'un point de vue matériel et puis au niveau personnel, effectivement, voir qui peut être mobilisé, sachant que voilà, nous, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est très variable selon les établissements. Ça peut être bah, souvent le personnel de plonge qui peuvent faire ces pesées. Ça peut être aussi les éco-délégués dans le cadre du scolaire, je parle qui peuvent être inclus dans la démarche et être mobilisés pour faire ces pesées. Parfois, ça peut être le chef de cuisine. Enfin, c'est vraiment très, très variable selon les établissements. Des fois, le magasinier aussi, s'il y a des magasiniers dans les lycées notamment, qui peuvent effectuer ces pesées. Après, d'un point de vue matériel. Donc, on va le voir juste après. Là, l'idée de cette diapo, c'était juste voilà, l'organisation de la semaine de pesée concrètement. C'est de définir des dates de pesée à l'avance, donc choisir une semaine représentative en termes de menu, effectifs, etc. Donc voilà, éviter de choisir la semaine où on a les ponts, trop de ponts, sur le mois de mai notamment. Ou alors une semaine d'examen, par exemple, ça peut être un peu plus pénalisant sur ce choix-là. Donc vraiment choisir une semaine vraiment représentative. Et Euh, puis, pardon Mélanie, mais aussi tout ce qui est semaine où tu vas avoir des menus un peu spéciaux, menus du goût, menus, voilà, toutes ouais, ces semaines-là, du coup, c'est pas standard en fait. Donc, c'est pas ces semaines-là qu'il faut choisir pour être ouais, tout à représenté. fait, tout à fait. Effectivement, ensuite, ça va être valider les étapes de pesée, donc que tout le monde soit bien au courant hein, de ces étapes-là, qu'on va peser le pain, les restes de production, les restes d'assiettes, bien avoir donc l'ensemble du matériel nécessaire, que tout le monde sache hein, son rôle effectivement dans cette semaine de pesée, informer les convives aussi de la démarche et des pesées, parce que parfois, bah, la communication ne se fait pas forcément. Et du coup, les convives sont un petit peu étonnés pourquoi on pèse hein, ce que j'ai pas mangé, est-ce que je vais être jugée, etc. Donc, c'est plutôt d'accompagner cette démarche de façon plutôt bienveillante en se disant que bah, on est là pour améliorer les choses et justement de faire un état des lieux sur ces éléments-là. Réaliser un point quotidien sur le déroulement de l'action et rédiger la synthèse de la semaine. Donc ça, on le verra au travers des outils qu'on vous mettra à disposition. Hop. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, donc sur le matériel nécessaire, donc pour effectuer les pesées, l'idéal, donc c'est d'avoir une table de tri adaptée ou équivalente, c'est-à-dire qu'on peut avoir une table de tri du commerce industriel
qui coûtent souvent quand même assez cher. Donc on peut aussi avoir une table de tri fabriquée maison. Il suffit d'avoir voilà, une planche en bois, faire des trous et puis glisser les poubelles en dessous, hein, ce qui nécessite pas forcément trop de matériel spécifique. L'idéal, c'est d'avoir des affiches pour accompagner le tri ou au départ d'avoir une personne qui accompagne le tri des convives, parce que du coup, vu que si c'est nouveau, en tout cas dans l'établissement, c'est d'avoir cet accompagnement-là. Les affiches, c'est pour permettre de bien identifier ce qu'on met à quel endroit, d'avoir une balance, un peson pour réaliser les pesées. Donc on verra, il y a une petite photo juste après d'un peson. Vous savez, c'est les pèse-bagages en fait, hein, pour voir euh, peser les poubelles. Donc ça, c'est pas très cher, c'est 10-15 € maxi. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une solution si on n'a pas la balance, d'avoir au moins cet outil-là. Et sinon, d'utiliser la balance des livraisons. Ça, on a souvent le cas pour les établissements qui n'ont pas forcément de balance dédiée, d'avoir au moins cette balance des livraisons. Après, Excuse-moi par d'avoir... avance. Excuse-moi, Mélanie, je suis désolée. Oui, pas de souci. Excuse-moi par avance si tu l'as dit, du coup, mais c'est vrai que pour le matériel nécessaire, pour les établissements qui n'ont pas de table de tri, donc tu as expliqué qu'il y a la possibilité d'en faire une un peu fait maison, mais il y a tout ce qui est aussi seau de grande contenance pour, par exemple, fromage blanc, tout ça, qu'on peut utiliser en fait pour effectuer le tri les jours de pesée. Alors ça, moi, je l'ai Oui. déjà fait dans des établissements de restauration collective pour des diagnostics. Ça marche très bien. Donc, Tout à fait, ouais. Soit si on n'a pas la planche, ça peut être simplement directement les poubelles ou éventuellement effectivement des seaux, des contenants, des bacs gastro aussi. Nous, on l'a déjà fait aussi dedans. Des bacs gastro qui permettent de trier vers la plonge. Donc, ouais, pas de souci là-dessus. L'idéal, c'est d'avoir un appareil photo pour valoriser le travail. C'est vrai que c'est toujours plus simple hein, d'avoir des photos pour communiquer aux collègues, au personnel, aux convives hein, sur les déchets et sur le gaspillage. Un tableau papier informatique pour noter les données. Parce que du coup, hein, pour relever les pesées, c'est vrai qu'on ne va pas forcément avoir tout le temps l'ordinateur à côté de soi. Donc, avoir un petit tableau papier, ça peut être utile. Et puis après, derrière, l'idée, c'est d'analyser ces données, donc de compiler les données dans un tableau ou un logiciel, communiquer hein, les pesées, communiquer les résultats de pesée et extrapoler les chiffres à l'année. Souvent, on a les chiffres pour une semaine et c'est vrai que c'est toujours intéressant de ramener ça à l'année, parce que du coup, c'est souvent très parlant, notamment pour les gestionnaires, que ce soit en termes de poids ou de coût, ça interpelle souvent. Donc voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ça, on d'ailleurs, le verra par la une suite. mention tamise, hein, je crois, sur le tableur que tu as préparé, qui sera mis à Ouais. disposition des établissements qui participent aujourd'hui à cette visio. Mm. Dans ce tableur-là, il y a effectivement un calcul automatique qui vous sera proposé du coût que représente le gaspillage alimentaire en fonction de ce que vous aurez rempli, hein, bien sûr, des données quantifiées, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, d'autres photos en exemple justement pour avoir sur la droite, hein, on voit une installation assez simple de poubelles hein, qui sont mises telles quelles. La table d'un fabricant qu'on peut retrouver plus industriel. Vous avez la photo justement du peson en bas à droite, hein, le peson ou la balance classique. Et puis en haut, vous avez aussi un gâchimètre à pain. Donc c'est quelque chose, un tube hein, en plexi, qui permet aussi de mettre les déchets de pain dedans. Et visuellement, ça permet toujours d'avoir l'information du gaspillage de pain qui souvent voilà, interpelle aussi. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, notamment sur le scolaire. Et l'idée, voilà, on a aussi les exemples un peu d'affichage hein, en bas à gauche. Donc voilà, d'avoir une communication aussi là-dessus. Et dans les outils, vous aurez des exemples d'affiches aussi qu'on vous laissera. Question bête, mais moi je me souviens avoir déjà fait des diagnostics du gaspillage avec un simple pèse-personne, hein. C'est pas gênant si t'as pas une, voilà. Donc bon, Tout c'est à fait. juste pour dire que, enfin, il y a plein de moyens de faire, hein. C'est Et ça, ça coûte pas très cher. on peut toujours trouver effectivement de quoi faire, ça nécessite pas forcément de gros investissements ou voilà, d'un matériel très spécifique. Au niveau du diagnostic,
Alors, l'objectif de ce diagnostic-là, c'est de faire un état des lieux finalement des pratiques et du fonctionnement du service restauration dans le but d'identifier les sources, les causes de gaspillage. Et ce diagnostic-là va se faire au travers d'observations sur le terrain, d'entretien avec le personnel. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourra voir aussi dans le support du diagnostic qu'on vous laissera dans le kit outil à la fin du webinaire. Donc pour le rapport de diagnostic, l'idée, c'est d'avoir une personne en charge de la rédaction qui centralise finalement les informations de ses collègues et des retours terrain. C'est aussi pour le renseigner, c'est de se donner du temps pour recueillir les informations, d'avancer étape par étape. C'est globalement l'idée aussi de cette démarche anti-gaspi, c'est de se dire, finalement, voilà, on avance doucement mais sûrement, on se fixe des objectifs qui soient atteignables et avec un délai raisonnable aussi. C'est pas se fixer une liste de 10-15 actions, c'est de se dire, voilà, je fixe deux, trois actions et puis j'essaye déjà de me limiter à ça et d'arriver à avancer petit à petit. Alors, par rapport à ces causes de gaspillage, euh, je vais vous laisser la parole par rapport à ça. À votre avis, quelles peuvent être les causes de reste de production ou reste de self? C'est ce qu'on appelle le fait d'avoir des restes de bacs gastro, justement, des restes euh, au niveau de la bande de self, au niveau des vitrines, d'avoir peut-être trop mis dans les vitrines. Enfin, à votre avis, voilà, quelles peuvent être les causes de ces restes de production? Est-ce qu'il y a des idées? Oui, il y a déjà ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. Différentiel entre le réel et Voilà, c'est ça. Donc, la différence entre le réel et ce qui a été produit en termes d'effectifs. Tout à fait, oui. le goût des convives aussi. Ils ont produit quelque chose qu'ils n'aiment pas, Ça se rapproche. C'est-à-dire, par exemple, nous, quand il s'agit de légumes, on a beaucoup de retours. Les enfants, les légumes, ça passe pas. Donc, en fonction du menu. Ça dépend comment c'est. Oui, je pense que au niveau des légumes, nous aussi, on avait énormément de restes. On mettait parce qu'on nous dit il faut qu'ils mangent, etc. Donc on a changé de recette. On essaie de mélanger les spaghettis, on va le mélanger avec les légumes et comme ça passera. Tu entends, Mélanie, du coup? Oui, oui, oui. Ok, super. Donc, effectivement, ça passe mieux le fait de mélanger féculents, légumes ensemble, de ce que j'ai entendu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a la question des menus, on a parlé des effectifs, il y a autre chose? Ouais. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que quand on utilise des produits locaux, ils sont assez boudés. Oui, on a eu ce retour-là aussi quand on est intervenu effectivement au Crous campus de Fouilleul. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je crois, ici qui est connecté, qui est du campus de Fouilleul. Comme quoi, c'était pas forcément très bien apprécié les produits locaux par les étudiants. Et donc, du coup, il y a tout un travail d'éducation au goût effectivement à faire en parallèle, ouais, dès le plus jeune D'accord. âge. Donc, bon. Ok, très bien. Est-ce Merci. qu'il y a d'autres retours? Ouais. Est-ce que en Martinique ou en Guyane, il y a d'autres retours sur les... Alors, Madame Angélique, du coup, je Ouais, pense que tout je à crois fait. qu'elle est justement du Crous Antilles-Guyane campus de Fouilleul. Donc, elle confirme pour les produits locaux. Ok, ouais, ça marche. Il y a une éducation à faire là-dessus. Et un peu dans la même dynamique, on va dire, dans la même idée. Il y a aussi peut-être la question de la journée alimentaire telle qu'on peut l'appréhender dans sa globalité. Si je prends le cas, par exemple, souvent qu'on a les retours du second degré, des collégiens qui souvent, ils se lèvent très, très, très tôt pour prendre le bus. On en parle en ce moment, puisqu'il y a un texte de loi peut-être qui va sortir en ce sens. Donc, ils partent très tôt de chez eux. Et en fait, finalement, à 9 heures, ils se restaurent, mais de manière très conséquente. C'est vraiment le gros sandwich, œufs complets, etc. Parce qu'ils n'ont pas pu manger en quittant leur maison à 5 heures du matin. Ils sont vraiment au bord de la route à 5h15. Les étudiants ici, faut le voir pour le croire, j'ai envie de dire. Et du coup, après, tout se décale. Un enfant qui a mangé finalement un plat consistant à 9 heures à la roulotte ou autre, à midi, il va pas saliver devant notre petit plat. Voilà. Donc, il y a aussi une vision globale à avoir de la journée de ces jeunes-là. Ouais, ok. Oui, tout à fait.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Donc, effectivement, vous en avez balayé pas mal. Donc, sur les restes de production, on peut avoir effectivement la méconnaissance des effectifs qui va générer euh, du, potentiellement une surproduction, la surcommande, la surproduction, la présentation aussi dans les plats, dans les bacs gastro ou en assiette prédressée qui peut aussi, voilà, pas forcément inviter le convive à prendre ce plat-là. Comme vous disiez, le côté aussi, bah, si c'est quelque chose qu'il ne connaît pas ou ou pour lequel il n'est pas forcément attiré, bah, il va pas forcément le prendre. Ou une surlivraison aussi en cas de cuisine satellite, on retrouve du gaspillage lorsqu'il y a les livraisons entre cuisine centrale et cuisine satellite. Les restes de production peuvent être parfois élevés parce que la cuisine centrale a parfois peur que la cuisine satellite manque et du coup va volontairement aussi potentiellement augmenter un petit peu les portions. Et je vois aussi, oui, dans le chat, Madame Angélique qui disait que les étudiants sont enfermés dans la malbouffe. Donc, lorsqu'on leur propose des repas équilibrés qui sortent du cadre, riz, pâtes, frites, c'est compliqué. Ouais, donc, on en revient un petit peu sur l'éducation alimentaire au global euh, par rapport à l'équilibre alimentaire même des repas. Merci. Pardon, on a une remarque ici. On a une question. Que faut-il faire pour le fromage? Parce que ça va pas. Chez nous. Le fromage ne passe pas? C'est-à-dire que le repas équilibré par rapport à certains repas en faisant du fromage. Ça passe pas. Ça passe pas. Pourtant, j'essaie de varier différents parfums de fromage, les dameurs. Ouais. On a beaucoup de autres. Bon, on peut le repasser. Oui. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le fromage, j'ai du mal à passer. Est-ce que c'est une remarque partagée dans d'autres établissements ici? La question du fromage? Non, pas nécessairement. Dans l'entrée ou dans le plat, ils détestent. De la crème, du lait, des yaourts en dessert. Après, c'est pas plus souvent. Même au niveau de le produit, enfin, les yaourts comme dessert, Ouais. on voit qu'il y a une forme de rejet. Ouais. Pardon? Non. Par exemple, Oui, pour dire, voir, que ce soit le fromage en portion, que ce soit le parfum, les dames, tout ça, on constate que les enfants ne prennent pas. Et quand on donne le dessert. Déjeuner, ce qu'ils prennent les C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. moi, j'apprends, tu sais, c'est mettre Oui, comme ça. Alors, quel est ton regard de diététicienne nutritionniste là-dessus, Mélanie? Est-ce que tu aurais une petite recommandation pour les établissements qui ont du mal à faire passer le fromage en portion pour quand même conserver les apports de calcium Ouais. Alors, j'ai pas entendu si ça concernait aussi les yaourts et fromages blancs, si c'était un peu l'ensemble des produits laitiers ou si c'est vraiment le fromage. J'ai pas comme c'est. Alors, en ce qui concerne le lycée agricole, a priori, oui, c'est l'ensemble des produits laitiers. D'accord, ok. Donc ça passe pas là-dessus. Donc après, ce qui peut être effectivement possible, c'est d'intégrer le fromage. Alors au niveau, pas forcément en termes de composantes tout seul, entre le plat et le dessert, entre guillemets, mais pouvoir peut-être l'intégrer au niveau de l'entrée, par exemple, sous forme d'autres préparations. Des fois, ça passe un peu mieux là-dessus. Je sais pas si ça a déjà peut-être été fait aussi chez vous. Il y a le fromage. Ouais, des préparations avec dedans du fromage. On avait aussi une proposition. Des fromages. Voilà, c'est ça, des préparations avec des baies de fromage, ou alors il y avait aussi des propositions pour l'intégrer peut-être au plat principal. Rajouter un peu de thé au sein du plat principal. Tout à fait. Ça peut peut-être voilà, permettre, c'est un petit peu comme votre astuce sur les légumes en les associant finalement aux féculents. Là, c'est de se dire le fromage, je vais peut-être l'associer à d'autres éléments pour essayer peut-être de le faire passer. Ou alors après, ce qui peut être intéressant, c'est d'organiser des ateliers. Souvent, ça passe bien aussi, des animations, des ateliers avec peut-être quelqu'un qui pourrait vous parler des fromages. Donc, je ne sais pas en termes de producteurs ou autres de votre côté, mais Je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est un peu compliqué, oui, oui, effectivement. j'imagine. Ok, vas-y, tu peux continuer, Mélanie, parce que sinon, ouais, on est ric-rac en timing. Vas-y. Pas de souci. Oui, oui. Mais merci pour ces retours en tout cas. Alors,
je vais poursuivre hein, sur les causes de restes de plateaux ou d'assiettes convives, puisque du coup, on l'a déjà un petit peu évoqué hein, avec les différentes idées que vous avez données. Donc, j'en ai cité quelques-unes, hein, c'est pas exhaustif du tout. Vous avez effectivement, il peut y avoir le surgrammage dans les assiettes. Si jamais au service, on a tendance à servir bah, une grosse assiette, à pas forcément distinguer petite faim, grande faim, à euh, peut-être utiliser un des ustensiles qui vont générer forcément des grosses portions aussi dans les assiettes, hein, des grosses louches, etc. Des grosses assiettes aussi, justement, hein, la vaisselle qui ne va pas forcément être adaptée. Ça, c'est des choses qui peuvent engendrer du surgrammage dans les assiettes et donc du gaspillage. On peut retrouver la qualité des produits, des recettes qui vont pas forcément être adaptées aux convives. Une salle de restaurant aussi trop bruyante, une température inadaptée, les conditions en fait de prise du repas qui vont pas forcément favoriser bah, justement le fait de manger dans de bonnes conditions. Le pain placé en début de chaîne de self, ça on le voit aussi, donc on conseille hein, plutôt de le placer en fin de chaîne pour que justement le convive ait le temps de constituer son plateau pour bah, savoir si oui ou non il va prendre du pain. La taille des assiettes, on en a parlé, et le manque de sensibilisation auprès des convives, voilà, tout ça va faire qu'on va potentiellement générer du gaspillage au niveau des assiettes. Virginie, tu voulais prendre la parole? Oui, j'en profite en fait parce que à peu près la totalité de ce que tu viens de citer, ça fait partie des questions qui sont posées dans le cadre du diagnostic Mon Resto Responsable. Donc, si vous voulez vous interroger effectivement sur aujourd'hui votre état des lieux de manière générale et intégrer cette démarche-là comme démarche de progrès, ça vous permet déjà de vous questionner sur ben, l'environnement de restauration, la satisfaction des convives. Donc, est-ce qu'on est sur un environnement qui est bruyant? Est-ce que la température est régulée? Est-ce que c'est plutôt lumineux, agréable? C'est des questions qui sont importantes en fait hein, pour éviter effectivement limiter au maximum le gaspillage. Et l'autre point que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au surgrammage dans les assiettes, tu as prévu une fiche d'ailleurs à ce sujet, c'est ça, dans les outils? Oui, tout à fait. Oui, oui. Au niveau de Restocco, on a mis en place des fiches hein, par secteur justement, par typologie d'établissement, donc le médico-social, le scolaire, etc. Des fiches, ce qu'on appelle des grammages anti-gaspi. Donc, c'est des grammages qui vont être conseillés, préconisés pour le type de convive. Donc, c'est juste voilà, des idées, en tout cas, de grammage qu'on peut suivre pour essayer de limiter le gaspillage pour tel ou tel type de produit ou de recette proposée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose pareil qui sera dans le kit outil. Je vois Madame Angélique aussi, vous avez une question. Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, parce que du coup, on ne vous entend pas. C'est bon? Vous C'est bon. m'entendez? D'accord. Oui, Oui, j'avais pas activé le micro au départ. pas de Oui, souci. je profite en fait, je rebondis parce que moi, ça me parle beaucoup, Mhm. cette idée d'assiette petite faim, grande faim, parce que moi, régulièrement, enfin partout où je vais, de toute façon, moi, je mange pas beaucoup. Et Mhm. quand je dis à la personne qui sert stop, en fait, elle est sûre, mais non, mais vous avez pas assez à manger. Et puis, ils ont envie de rajouter. Alors que moi, je sais pertinemment quelle quantité je vais pouvoir consommer. Et, euh, et ça, c'est un gros levier je pense, Mhm. d'anti-gaspillage, de pas juste servir une assiette euh, comme pour tout le monde pareil, mais vraiment de faire attention à la personne qu'on a en face et servir la quantité qui être attentif à la personne qui va vous dire il y a assez, c'est bon, j'en ai assez. Parce que Ouais. après, on se retrouve avec des assiettes à moitié entamées et c'est pas intéressant du tout. Mais je pense qu'en Guadeloupe, c'est limite culturel de mettre beaucoup dans l'assiette. Je crois que c'est ce qui, Parce effectivement, ils que ont rebondi. on sort un peu du cadre, mais je regarde un peu le fonctionnement familial. Si on a quelque chose, on fait une réunion de famille, on est une vingtaine, ils font à manger pour 40 personnes. Mhm. Mhm. Donc, en Sou- fait, on est un peu on n'a pas la mesure
de la quantité de repas. Et moi, quand je fais le repas, on dit, ah, tu es sûr qu'il y aura assez, mais au final, tout le monde mange à sa faim et j'ai fait moins de repas qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, en fait, c'est vraiment une vision d'eux et le psychologiquement aussi, je pense, si on a des grandes assiettes, mais que l'assiette, elle n'est pas remplie, par exemple, la personne va penser qu'elle n'aura pas assez à manger, Oui, alors tout que à fait. la quantité est suffisante. Donc, Mm. si on a de grandes assiettes, mais qu'elles ne sont pas assez remplies, on va avoir envie de les remplir plus, alors que ce n'est pas nécessaire. Mm, tout à fait, tout à fait, parce que du coup, on n'aime pas le vide hein, au départ, donc on a tendance à vouloir combler ce vide, et du coup, comme vous Voilà, dites, hein, c'est ça. l'assiette, on a tendance à la remplir, ouais, tout à fait. Et comme vous disiez, effectivement, on a peur hein, que le convive manque généralement, donc c'est pour Oui, ça qu'on a tendance, voilà, à exactement. produire en quantité pour être sûr que le convive va manger à sa faim. Mais effectivement, l'importance, voilà, ça va être, comme vous le disiez tout à fait, hein, c'est pouvoir s'adapter à son convive, de l'écouter, donc d'éviter d'assiettes prédressées trop importantes, en trop grande quantité, et puis de pouvoir réajuster effectivement la portion selon le convive. Virginie, vous vouliez du coup Est-ce rebondir? Et pour compléter, pour répondre Ouais. en partie à Madame Angélique, du coup, il y a la possibilité de laisser des consignes écrites sur les différentes portions qui peuvent être servies en petite faim, grande faim, ce qui peut aider les équipes petit à petit à aller à l'encontre de leur envie de servir plus le convive. Et après, il peut y avoir des assiettes témoins aussi. J'avais vu ça dans certains établissements qui Mm. permettent de vraiment visualiser la petite faim ou la grande faim, ou carrément des assiettes de taille différente aussi, Mm. avoir une petite assiette pour les convives qui passent au self et qui disent qu'ils ont une petite faim. Ça peut aider. Comme ça, on charge l'assiette, mais dans une plus petite assiette. Oui, ah, il y a des réactions. Alors, les établissements hospitaliers, alors pour réduire ce gaspillage, il y a le service à l'assiette, parce que tout est en grammage. Chaque plateau, il y a des renseignements concernant le patient. Si le patient est diabétique, moi je suis responsable de l'unité de restauration hospitalière chirurgie. Et bien le patient, vous avez sur sa fiche, s'il est diabétique, si ce patient c'est un gros mangeur, on trouve toutes les informations sur sa fiche. Et là, on réduit énormément sur le gaspillage. L'assiette personnalisée. Personnalisé. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. C'est, on nomme, bon, je nommé les personnes qui mangent énormément, qui n'ont pas de difficulté de surpoids. Donc, on écrit sur X une assiette correcte. Donc, ainsi de suite. Mais je pense que il y a un travail, il y a un travail à faire au niveau des équipes, parce que quand, par exemple, on emmène des repas qui ont le dosage correct pour la personne, mais ils croient que c'est, je leur dis, mais c'est pas pour vous le repas. Parce que les gens sont là, ils ne font pas de sport, ils sont là, etc. Donc, il y a un dosage. Mais pour eux, ah, on en met très peu, c'est pas assez, c'est pas. C'est quoi ces indications, ils peuvent servir plus que l'indication. Donc, si par exemple, il manque un plat, ils vont essayer de servir, alors que et je pense que c'est. Parce qu'ils ont pas Il faudrait les former, Il faudrait les former, il faudrait qu'ils comprennent le principe que c'est comme ça. Il y a beau, Il y a du mal à les faire comprendre. Ouais, il y a ce qu'on. Il y aura beau avoir une formation, en fait, c'est culturellement. Voilà. En fait, il y a une dissociation entre ce que je fais chez moi. Enfin, il n'y a pas la dissociation, justement, entre ce que je fais chez moi et ce que je fais travailler. C'est vrai. Alors, est-ce que Mélanie, toi, tu as tes pistes là-dessus, ou est-ce que tu penses que c'est la formation qui peut permettre de lever, selon toi, ces difficultés? Ouais, souvent la formation, la communication aussi avec le personnel, les sensibiliser effectivement au fait que bah, soit il y a une pathologie derrière et effectivement l'importance pardon, de suivre les préconisations hein, de l'équipe médicale, hein, clairement par rapport bah, et aux portions et au régime suivi, que ce soit effectivement régime diabétique, etc. Et ça peut être effectivement la formation, c'est-à-dire bah, voilà, les grammages à préconiser, les grammages anti-gaspi, etc.
le bon service, la bonne assiette, ça, c'est des choses qui peuvent être effectuées dans le cadre voilà, d'accompagnement des équipes. Donc, ça peut être des journées un petit peu de sensibilisation là-dessus. Juste préciser, tout à l'heure, je disais que ça dépend vraiment du public, parce que là, on parle d'un temps pour réduire dans les assiettes. Nathalie, tu veux venir? De réduire dans les assiettes principalement, mais chez nous, on a des étudiants qui travaillent la terre. Donc, quand ils arrivent, c'est plutôt augmenter la quantité, s'il vous plaît. Je crois que c'est pareil pour le lycée Léopold Bissol qui est présent pour la Martinique. Je crois que dans les échanges qu'on avait eus avec Madame Marthe Rose, elle m'expliquait qu'il n'y avait pas de question d'assiettes petite faim et grande faim, mais c'était plutôt d'assiettes grande faim et très grande faim. Donc, ça dépend des Voilà. clients. Alors, je voulais... Oui, tout à fait. Et puis du coup, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter à son Je sais convive. pas Dans si elle les, m'entend. dans les Oui, EHPAD, on m'entend. va avoir aussi le Quand je côté me parle. lutte contre la dénutrition aussi en parallèle. Donc l'idée, c'est pas de trop réduire les grammages pour que la personne manque. Au contraire, c'est d'être sûr que ces résidents-là vont aussi bien avoir suffisamment dans les assiettes. Donc le tout est de trouver effectivement le bon équilibre, la bonne balance par rapport à son résident ou son convive. Donc, oui, oui, tout à fait. Merci pour ces retours. On va enchaîner s'il n'y a pas d'autres remarques. Hop. Alors, je vous ai remis du coup pour balayer Excusez-moi, rapidement. juste une Oui, minute avant de passer. pardon. Euh, Oui. j'ai dû me déplacer. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a une formation euh, qui peut être dispensée pour le personnel, justement, pour les sensibiliser à ça ou pas? Parce qu'en fait, si ça vient de l- parfois, quand ça vient de l'extérieur, c'est mieux perçu que si ça vient de l'équipe en elle-même qui va dire oui, mais faites attention à comment vous faites le service ou comment vous allez, sur les quantités que vous allez servir. Quand Mm. ça vient de l'extérieur, une formation sur les quantités à donner, les quantités à servir pour éviter le gaspillage, ça, c'est mieux perçu que si ça vient directement de nous. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qui peuvent être faites, des formations sur le gaspillage alimentaire, en fait, en rassemblant l'équipe, en fait. Donc voilà, c'est des choses qu'on pourrait imaginer potentiellement en distanciel aussi, des sortes d'animations, ateliers, formations autour du gaspillage alimentaire, avoir l'ensemble des services et notamment le personnel de service qui sont représentés. Ça, c'est des choses qui peuvent être imaginées. Mm. Voire même en présentiel avec des partenaires qu'on a locaux en Guadeloupe, c'est quelque chose qui peut être envisagé, hein. N'hésitez pas à nous recontacter, Madame Angélique. Ok, alors du coup, pour enchaîner sur les causes, donc voilà, on les cite ici. Pareil, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Comme on l'a évoqué, on retrouve les effectifs, les achats, la production, le pain, la gestion des excédents, le service, la livraison, la sensibilisation des convives, la communication autour du gaspillage, l'environnement, la qualité des repas, la gestion de l'appétit, la communication sur les denrées alimentaires, la valorisation du travail de la cuisine. Voilà, et il y en a d'autres aussi, hein. Donc voilà, c'est une liste. On en verra d'autres aussi sur le support de diagnostic. Alors, pour poursuivre dans notre méthodologie de lutte contre le gaspillage, donc là, on vient de voir des causes qui peuvent rentrer dans ce gaspillage, hein. On a vu qu'elles sont multifactorielles et elles proviennent de sources très variées. L'idée, c'est de pouvoir voilà, identifier ces causes pour ensuite définir des pistes de travail concrètes. Comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir mettre en place un plan d'action. Souvent, on utilise la méthode QQO-QCP, c'est quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi, pour essayer de balayer justement l'ensemble des éléments qui vont rentrer en jeu pour arriver à atteindre ces objectifs qu'on va se mettre en place pour les différentes actions. Et donc ça rentre aussi dans les actions que vous pouvez mettre en place dans le plan d'action de Mon Resto Responsable. Donc ça,
voilà, ça peut être intégré parfaitement, cette notion de gaspillage dans cette démarche. L'objectif, hein, ça va être de suivre dans le temps et de mettre à jour régulièrement ce plan d'action par le groupe de travail. Sans suivi, voilà, ça risque de retomber, de s'étouffer, hein, par elle-même. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un suivi dans le temps, même si ce n'est pas forcément très fréquent, c'est d'avoir au moins deux, trois réunions dans l'année pour pouvoir avancer. Et surtout, faire des nouvelles campagnes de pesée assez régulièrement. Donc pareil, pour commencer, ça peut être une par trimestre, une semaine par trimestre, ne serait-ce que pour avoir voilà, une notion, hein, de l'évolution de ces pesées en fonction des actions qu'on va mettre en place. Donc, juste une petite phrase, hein, qui est importante. Pour que la lutte contre le gaspillage soit efficace, hein, constructive et durable, il est indispensable que le groupe de travail soit le plus représentatif possible de l'établissement. L'implication de chaque service permet d'établir un dialogue commun et une recherche de solutions toujours tournée vers le convive et sa nutrition, parce que du coup, ça, c'est l'objectif, hein, final, hein, satisfaire le convive, satisfaire sa nutrition et en parallèle, ben voilà, pouvoir lutter contre le gaspillage de façon commune. Alors, retour de cas concret, que faire des économies réalisées? Donc, comme on le disait, l'idée, c'est de laisser la parole à la caisse des écoles de la commune de Remire-Montjoly pour son retour un petit peu sur sa démarche de lutte contre le gaspillage. Donc, merci encore, Madame Balit. Oui. Est-ce que ça fonctionne votre micro, Madame Balit? J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. Ah, il s'est redéconnecté. Oui. C'est bon, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Bonjour, Madame Balit. Alors, on va faire Rebonjour. en petit échange comme ça, comme si on était que toutes les deux. Je vais vous poser des questions et comme ça, vous allez pouvoir faire bénéficier de tous les participants un peu de votre retour d'expérience. Alors déjà, Madame Balit, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis nous présenter un petit peu votre caisse des écoles pour qu'on apprenne à vous connaître? Exactement, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas la Caisse des écoles. Depuis 2 ans, Ah, nous ne pardon. dépendons plus de la Caisse des écoles. On dépend Je de fais la toujours mairie cette erreur. directement. Ok. La mairie, la mairie. Mais il y La a pas cuisine de souci. centrale. C'est la cuisine centrale de Remire-Montjoly. Donc, je me présente, Déborah Balit. Je suis la responsable de la cuisine centrale de Remire-Montjoly en Guyane. Donc, Remire-Montjoly, c'est la cuisine centrale, c'est 3000 repas par jour que l'on produit pour 11 cuisines satellites. Donc, on produit Oui, principalement pour grosse des cuisine. écoles, hein. Voilà, Grosse c'est une cuisine. grosse usine, effectivement. Donc, ce sont des chiffres de 2025, hein. On a un petit peu baissé l'effectif cette année. On travaille on dessert 11 cuisines satellites en liaison froide, donc principalement des écoles primaires, maternelles et des groupes scolaires. Donc voilà, en gros, concrètement, Ok. nos missions. Et donc, vous aviez envisagé justement l'année dernière de débuter un diagnostic du gaspillage alimentaire, hein, c'est bien ça. Et vous m'expliquiez par téléphone hier que ça avait été compliqué à mettre en place. Vous aviez eu des difficultés, notamment au niveau du personnel, c'est ça? Oui, alors, en fait, pourquoi on a voulu, bon, déjà par rapport à la loi Egalim, hein, puisque on nous impose de faire cette mesure et puis d'évaluer, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'en fonction des plats servis, il y avait plus ou moins de gaspillage alimentaire. Euh, on s'en est rendu compte encore plus avec l'obligation de servir le plat végétarien de façon hebdomadaire. Donc, on l'a mis en place depuis à peu près 2 ans. Tous les mercredis, on sert le menu végétarien. Et on s'est rendu compte que c'est le jour où on a le plus de gaspillage, hein. Les enfants ne veulent pas manger ce plat. Dès qu'on n'a pas de viande, c'est très compliqué, hein, culturellement parlant en Guyane. Donc, on a Ici, ça voulu... hoche la tête. Hein. Madame Balit, pour vous dire que ici, les Guadeloupéens hochent la tête. Hein. Oui, voilà, on essaye de faire comme on peut, hein. On essaye de changer la texture du légume pour pouvoir mieux le faire passer, mais c'est très compliqué. Ça passe de mieux en mieux, mais ça reste compliqué. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de mettre en place cette évaluation, hein, des déchets. Euh, on devait, en cours d'année 2025, ça faisait partie des projets, effectivement, faire l'évaluation, hein, telle que vous l'avez décrite, et pouvoir sectoriser en fait les déchets alimentaires. Mais on s'est rendu compte que c'était très compliqué à mettre en place. Ça nécessitait une certaine organisation et puis aussi du personnel que l'on n'avait pas.
Donc, on a commencé d'une autre façon. On a mis en place la collecte des déchets alimentaires au sein de deux de nos écoles, les deux plus grosses, qui ont un effectif de 400 rationnaires à peu près. Et en fait, tous les jours, cette association passe récupérer les déchets alimentaires des écoles et il les transforme en compost. Donc, ça nous a donné une petite indication sur C'est-à-dire qu'elle les les pèse déchets, aussi. en fait. L'association Pardon? collecte, pèse, donne le retour de ces pesées et ensuite, Exactement. effectivement, ok. Exactement. Les déchets sont revalorisés en compost. Donc, c'est quand même un beau projet. Et effectivement, on a les chiffres. Ils nous pèsent les déchets chaque jour pour chaque école. Donc, on a commencé sur les deux plus grosses écoles pour voir ce que ça donnait, hein, si la collecte fonctionnait correctement. On s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait plutôt bien. Euh, Pourquoi plutôt bien? Parce que certains déchets ne sont pas mis dans les poubelles de déchets alimentaires. Bon, ça, c'est un autre problème culturel que l'on en rencontre en Guyane. Et donc voilà, ça nous a permis d'avoir quelques chiffres pour commencer. Et on s'est rendu compte que en partant que de ces chiffres-là, on est à 86 grammes de déchets alimentaires par convive par jour. Voilà. Ah oui, donc On sait très bien que... vous êtes en dessous de la Ouais, moyenne nationale. ouais, voilà, c'est ça. Mais ces chiffres-là ne vont pas compter tous les déchets qu'on a, enfin tout le gaspillage qu'on a au sein de la cuisine centrale, hein, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse partie de Et déchets oui, alimentaires aussi au sein de la cuisine centrale. mais oui, parce que là, du Euh, coup, vous avez, c'est uniquement les biodéchets de ces deux réfectoires satellites. Donc, ne sont pas c'est ça, inclus les surplus, les autres surplus de production ou tout ce exactement, gaspillage qu'il peut y avoir en cuisine, en fait. Ok. exactement, c'est ça. Et donc pour moi, c'est pas encore très représentatif. Bon, c'est quand même déjà pas mal, mais je pense qu'on a d'autres sources de gaspillage alimentaire qui n'ont pas encore été mesurées. Donc c'est l'objectif de Hmm. la prochaine rentrée, justement, de pouvoir mettre en place ces pesées plus précises. J'ai trouvé la formation très intéressante en fait, parce qu'on n'avait pas, on savait pas trop par où commencer. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On sait qu'il faut peser quelque chose, mais on ne sait pas forcément comment. On sait qu'il y a des choses à peser, on a envie de le faire, on a envie d'évaluer et puis de pouvoir intervenir par la suite, hein, pour réduire les déchets. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le mode opératoire. Et là, je trouve que c'est quand même assez précis et je pense que ça peut beaucoup nous aider pour la prochaine mission que l'on a. Du coup, là, l'idée, Voilà. ce serait de pouvoir l'étendre à d'autres réfectoires. Comment vous comptez faire avec le personnel? Ça va peut-être être un peu compliqué ou vous souhaitez vous focaliser sur ces deux réfectoires et Voilà, évaluer aussi les biodéchets? alors, on va se focaliser sur une de ces deux écoles-là, parce que ce sont les deux groupes scolaires, donc c'est-à-dire qu'il y a maternelle et primaire dans la même école. Et on va prendre une école maternelle aussi, puisque en fonction de l'âge des enfants, les consommations ne sont pas les mêmes. Donc, on va se focaliser sur deux écoles pour l'instant, donc une école maternelle et un groupe scolaire pour commencer. Euh, et puis, on va voir si on l'étend aux autres écoles par la suite. Mais je pense déjà que deux écoles sur 11, c'est déjà pas mal. Oui, Mais bah, c'est ce que justement, disait j'avais... Mélanie, la progressivité, hein. Enfin, faut pas tout faire d'un coup, quoi. Sinon, les C'est équipes ça. vont être découragées et c'est pas une bonne idée. Mm. Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà les bacs de tri qui sont déjà installés au sein de toutes nos écoles, donc ça va faciliter les choses. Les enfants, une fois qu'ils ont fini de manger, ils débarrassent leurs assiettes seuls et ils trient déjà les déchets. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est plus, il manque plus que la pesée en fait, hein. Et alors, Donc, le tri, il est effectué comment par les enfants actuellement? Donc, ils mettent le pain séparé aussi déjà du reste des biodéchets? alors, alors non, il n'y a pas le pain, il y a les biodéchets, déchets alimentaires, les emballages et bah, c'est tout. Il y a trois, on a un bac de avec trois trous, mais il ne sépare que les déchets alimentaires et les emballages pour l'instant. Donc c'est juste à nous de réorganiser. Peut-être qu'on fera les viandes, le pain et les accompagnements. Je ne sais pas encore comment on va réorganiser ça. C'est juste l'affichage qu'il faut refaire. Mais pour Quelles l'instant, seraient c'est les juste du... préconisations, pardon. Comment? Je demandais à Excusez-moi. Mélanie quelles seraient les préconisations du coup de Mélanie par rapport justement à cette configuration au niveau de la mise en place du diagnostic à Rémire-Montjoly.
Alors, par rapport à la mise en place des pesées, effectivement, si là, ils ont l'habitude de pas... Donc, c'est le pain, hein, qui n'est pas encore distingué, hein, de ce que je comprends. C'est Oui. ça. Ouais. On a un bac déchets alimentaires et un bac Mm. emballage, tout simplement. Ouais. Donc c'est vrai que dans un Même premier chose. temps, effectivement, ce qui pourrait être bien, en plus, ils ont déjà l'habitude de trier, ça c'est super, c'est déjà un super début. Donc effectivement, de remettre peut-être soit un trou dédié pour le pain ou un bac en fait à côté, hein, juste pour le distinguer. Après, ce qui se fait aussi pas mal, c'est de peser le pain à la semaine, pas forcément jour par jour, mais du coup d'installer soit un gâchimètre comme on l'a vu en photo et puis de se dire, une fois la semaine passée, on pèse l'intégralité et après on répercute le poids du pain, hein, sur l'ensemble des jours de pesée. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Et puis, et après, si vous voulez aller encore plus loin, effectivement, peser par composante. Et du coup, là, ça va nécessiter quand même, déjà, je pense, aller sur la première étape, peser globale avec vos biodéchets, le pain, les restes de production à la cuisine centrale. Ce sera déjà une bonne chose de faire, de mettre ça en place. Et puis après, si vous souhaitez aller plus loin pour creuser, effectivement, on peut aller après par composante. Ouais. Alors, il y a un commentaire dans le chat, mais c'est d'une personne, je ne sais pas qui c'est du coup. C'est CM. Vous êtes qui, CM? Bonjour. Je pense que c'est Matoury, c'est la cuisine Ah, centrale. c'est Matoury. Ah non, c'est Ah Cédric non, ah non, Manubin. non, Ok. Ah, Manubin, bonjour je sais pas c'est Cédric. qui. Bonjour Cédric. J'espère que tu vas bien. Ok, alors Cédric nous dit que la grosse difficulté en restauration scolaire est que nous avons des effectifs qui varient chaque jour. De plus, la politique de la ville est de recevoir malgré tout un enfant qui est non inscrit. Bah oui. Et donc nous Mm. sommes toujours en surproduction et en couplant les deux collectes, le résultat du gaspillage explose. Et oui. Et oui, tout à fait, ouais. C'est Ouais. vrai. C'est ce qu'on Comment disait, ça hein, Ça, c'est. Pas si vous Bon, m'entendez. alors, Bonjour. oui. on vous entend. Ok. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je rejoins Madame Bali dans ses propos parce que nous sommes confrontés quasiment aux mêmes difficultés, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la politique aussi de la ville, hein, qui consiste à un enfant qui n'est pas inscrit. Donc, nous, on se base sur la production journalière, sur les inscrits. Donc, on essaie d'être au plus proche de la réalité au niveau des rationnaires, mais vous avez toujours une grosse partie qui est non négligeable, hein, d'enfants non inscrits, d'enfants qui restent à midi. Et je prends un exemple sur un réfectoire que j'ai, l'un des plus gros réfectoires. Je tourne normalement aux alentours des 220 et 230. Avec constamment, je me retrouve avec 260 enfants à manger à Mm. midi. Je crois que j'ai 220 qui sont inscrits. Donc moi, je prévois forcément une fourchette haute, toujours à 260. Sauf que aujourd'hui, nous avons produit pour 260. Et quand je regarde les chiffres, eh ben, nous sommes sur du 192. Donc, on essaie d'avoir cette cote mal taillée. Mais c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est que ça reste au niveau de la cuisine centrale, ça ne part pas. Parce qu'on peut toujours, on a énormément de clients, entre guillemets, hein. On peut faire de la repasse, mais c'est vrai que il faut toujours qu'on soit veillé à ce qui fasse là, et il faut toujours qu'on soit en surproduction parce qu'on ne sait jamais. Et vous avez aussi ce qui se passe avec les enseignants, certains qui sont étourdis. Vous avez 3 classes en sortie et vous avez déjà envoyé le repas et vous ne le savez pas. Vous voyez. Donc, et vous ne pouvez pas, nous, vu que nous sommes en déconcentrés, mais une fois que le repas est parti, même si il est maintenu à température, mais pour le retour au niveau de la cuisine pour que ce soit refroidi, eh bien, on a quand même une baisse de température. Donc, du coup, c'est de la perte sèche, puisqu'on ne va pas prendre de risques. Je parle pour les collègues guadeloupéens qui ont suivi l'actualité. Hier au collège Carnot, alors sans vraiment dire ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a une suspicion de SIAC où il y a plus d'une soixantaine d'enfants qui ont été mis au tard. Donc, on ne sait pas si c'est la température, on ne sait pas si ça vient d'une contamination croisée, on ne sait rien, mais on ne prend pas de risque. Moi, je sais qu'en tout cas, je ne prends pas le risque de faire la repasse avec un repas qui est déjà sorti et qui est remis en conteneur, même s'il a été maintenu en température, mais s'il est remis en conteneur, il y aura forcément une chute de température. Donc,
gaspillage, il est aussi, je reprends la difficulté de Madame Bali, parce qu'on on est sur la même chose. Vous avez les déchets qui sont dans les réfectoires, mais quand on ajoute les déchets de la cuisine même, eh bien, forcément, on explose les 83 grammes relevés uniquement sur les deux réfectoires. Donc ça, on essaie de faire des efforts, on fait des efforts, mais c'est vrai que la situation, comme on dit, c'est le terrain qui commande, mais la situation sur le terrain joue contre nous, en fait. Voilà. Oui, cette question des effectifs est effectivement très, très complexe. Et comme vous dites, en fait, en fonction de la politique de la ville, etc., ça joue énormément. Alors, ici, on a une question ou une remarque. Non, juste un retour d'expérience pour revenir à ce que vous disiez sur les menus végétariens qui passaient pas. J'ai entendu que la cuisine de Guyane le passait le mercredi. Nous, on a fait effectivement un jour et dans le même jour de la semaine. Ça passait pas du tout. Et maintenant, ça passe bien parce que c'est complètement aléatoire. Ah, ils savent pas. Ils savent pas. Ils peuvent pas s'y Et préparer. même le chef est très surpris parce que ces menus végétariens, tagliatelle, champignons à la crème, passent. Ok. Donc, il n'y a pas de jour défini. Ouais. Et depuis qu'on fait comme ça, effectivement, j'étais sceptique au début. Et effectivement, ça passe beaucoup mieux. C'est Le le mot végétarien qui fait peur aux enfants. Oui, non, mais totalement. C'est ce que j'allais dire. Il y a plusieurs établissements En qui mettent. métropole, j'ai jamais eu de problème, mais ici. Ouais. Qu'il faut pas le mentionner, quoi. Enfin, c'est juste un menu comme n'importe quel jour de la semaine. Tagliatelle, champignons à la crème. On mange des pizzas carbonara, c'est végétarien, mais ça fait moins peur. Là, on a dit c'est végétarien, c'est fini. C'est vrai, ça. Oui, c'est même pire parce qu'ils confondent vegan et végétarien. Il est vegan. C'est sous effectifs, c'est ça? Comment? C'est sous effectifs. Effectifs. Oui, c'est ce dont on parlait juste avant. Ouais. Alors, nous, par exemple, moi, en milieu hospitalier, nous, mon problème, c'est par rapport au caisses du corps. Oui. Voilà. C'est nous, c'est en fonction du décès. Vous voyez, Mais c'est au sang. ça peut être un décès, on peut avoir un enfant. Et oui, Ouais. c'est les entrées Par sorties. contre, Ouais. les écoles, c'est Voilà. Ouais. C'est variable. Non, c'est pas C'est les variable. Ah ouais. sorties, pas les sorties. Pardon. Ah, les sorties scolaires. Les sorties scolaires, c'est pas. Non, pas dit. ça m'aurait pas dit. Donc ici, on évoque la différence dans les problématiques liées aux effectifs. Enfin, la différence. Finalement, il y a des problématiques dans tous les cas, mais entre les établissements centres hospitaliers, dans les établissements scolaires, on voit qu'on a la même problématique en fait à estimer les effectifs. Ok, ça marche. Bah oui. Oui, oui, tout à fait. Je vois Madame Angélique qui dit, si je ne me trompe pas, chez nous, il y a de la viande et du poisson tous les jours. Vous voulez dire qu'il n'y a pas forcément du coup de menu végé, ou en tout cas, il y a tout le temps une alternative, c'est ça? Ah, il y a peut-être toujours une alternative végé. Ouais, ça doit être ça, je Ça. crois. Ouais, effectivement, elle C'est confirme. ça. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Balit, pour votre retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions qui lui seraient adressées en particulier? Ok, c'était assez clair. Merci beaucoup parce que c'était pas évident de prendre la parole sur ce sujet, d'autant que c'est une démarche que vous venez d'initier. Et puis, je vous remercie parce que c'était important aussi pour nous d'avoir un témoignage de la Guyane. Donc, merci pour votre présence. Ah oui, pardon. Juste Ah oui, il y a une remarque. une petite question, juste question. Pour savoir l'association en fait avec qui vous avez ce partenariat, si vous pouvez l'identifier, éventuellement comme ça on peut aussi cerner son intérêt quelque part à récupérer C'est ces 5 denrées, ces environnements ou je sais pas. Alors, Allez-y, Madame Balit. Je pense que c'est celle à laquelle je pense. Alors, j'ai pas bien compris, parce qu'on La vous entend pas très bien. La structure Le avec nom qui de vous la travaillez. structure? ah oui, C'est l'association. l'association collecte et valorisation des biodéchets, ACVB. Alors, Ah, c'est mieux, c'est que la c'est en Guyane, hein? Oui, c'est en Guyane. Comment? C'est Oui. Monsieur Philogène. Ah, c'est Monsieur Philogène, oui, c'est ça. Voilà, Donc, en fait, c'est ça. euh, Donc, ils ont des camions à disposition, ils donnent les bacs, ils mettent les bacs à disposition au sein des écoles. Vous choisissez si vous en voulez un, deux ou trois, et ils viennent collecter les déchets. Alors, c'est pas tous les jours, c'est 3 fois par semaine. Voilà. ça a été défini avec eux, du coup, la régularité des passages. Exactement, parce qu'au départ, ils devaient passer que 2 fois. Et finalement, on a défini ensemble que Ok. 2 fois, c'était pas Ça va être- suffisant, mais 3 fois, c'était largement suffisant.
C'est Yana Agroécologie, le nom de l'association. Je sais pas, c'est Association ACVB. Association ACVB. Non, c'est tout le monde. Association de collecte et de valorisation de biodéchets de Guyane. Pardon. Il y a une question relative au financement. Est-ce que vous avez pu disposer de financement pour vous aider, notamment, vous parliez des tables de tri tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des financements pour l'installation de ces tables de tri? Non, j'ai pas. Alors, les tables de tri étaient déjà comprises dans les marchés concernant les équipements des cuisines centrales, enfin des cuisines satellites. Il n'y a pas eu de financement en particulier. Non, on n'a pas travaillé sur ça. Après, je me suis renseignée un peu. Je sais qu'il y a des financements disponibles pour la valorisation des biodéchets, justement, mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus. Euh, mais non, on n'a pas bénéficié de financement pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Non. Allez, et donc on peut enchaîner. Merci encore, madame. Merci pour Merci à votre prise vous. de parole. Alors, que faire des économies réalisées? Je ne sais pas si tu voulais dire un mot, Virginie, par rapport à cette Oui, diapo. brièvement, parce que je pense que tout le monde l'a en tête, mais rappeler tout de même que les économies réalisées dans les démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire peuvent être réinvesties dans l'achat de produits en fait de qualité labellisés pour pouvoir atteindre les objectifs de la loi Egalim, parce que on sait à quel point c'est compliqué dans vos territoires. Voilà, les produits qui sont labellisés peuvent être plus chers que des produits effectivement conventionnels. Donc, à noter qu'il y a quand même des produits locaux qui disposent de labels de qualité. Je pense notamment au label HVE, RUP et agriculture biologique qui sont représentés dans chacun de vos territoires. À noter qu'on est rentré donc en 2026 dans un nouvel échelon de la loi Egalim par rapport aux approvisionnements, avec un objectif global à atteindre donc de produits labellisés à hauteur de 35% et 10% en produits issus de l'agriculture biologique. Donc c'est bon, tu peux passer la slide. Merci. Ça marche. Et du coup, quelques autres idées sur quoi faire des économies réalisées. Donc, ça peut être investir dans du matériel neuf, comme on disait, si la vaisselle a besoin d'être changée, d'être un peu plus moderne ou la taille d'assiette, en tout cas, à réadapter. Ustensiles, équipements de production, etc. Pourquoi pas réaliser des travaux, modifier la salle de restauration, se former à de nouvelles pratiques, investir dans des projets autour de la sensibilisation des convives. Voilà, c'est quelques idées, mais il y en a bien sûr d'autres qui vont émerger. Alors, repartir avec de nouvelles pratiques. Donc, l'idée, c'est de vous présenter quelques outils justement qu'on vous mettra à disposition suite à ce webinaire. Donc, vous disposerez en fait d'un lien sur lequel vous pourrez retrouver cette fameuse boîte à outils où vous aurez quelques éléments justement et sur la réglementation, des guides aussi sur lesquels vous pourrez vous appuyer, où vous retrouverez cette méthodologie de lutte contre le gaspillage. Vous retrouverez également les grammages anti-gaspi dont on parlait tout à l'heure, des affichages notamment et aussi la trame, justement, pour un petit exemple d'autodiagnostic que vous aurez à disposition. Et du coup, je vais vous présenter cet autodiagnostic. Alors, il s'agit d'un tableur Excel, hein. Hop. Je vais vous partager mon écran sur ce tableur. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran, du coup? Oui, c'est bon, on voit le tableur Excel. Parfait. Alors, du coup, en fait, on a 4 onglets dans ce petit tableur. Vous aurez un premier onglet où c'est en fait la présentation de votre établissement, la petite photo éventuellement, puis les personnes qui participent à l'élaboration du document. Je passe directement au deuxième onglet qui va être peut-être plus parlant. Je zoome un petit peu. Hop. Donc, vous aurez en fait un petit fichier Excel où vous pourrez donc noter le menu du jour, par exemple, sur la semaine de pesée, les poids que vous aurez relevés pour chaque jour. Et du coup, en fonction de ce que vous aurez indiqué ici au niveau des poids et également en fonction de vos effectifs servis et produits de ce jour-là, vous aurez automatiquement en fait les calculs qui vont se faire
sur justement la quantité de repas gaspillés, le grammage gaspillé par convive, etc. Donc, en fait, la notice hein, de ce petit tableau, vous allez la retrouver sur la droite, où justement tous les éléments à renseigner sont notés. Et vous pourrez comme cela indiquer votre gaspillage et tout est centralisé sera centralisé sur ce document si vous souhaitez l'utiliser. Alors, Après, ça paraît peut-être un petit peu complexe comme ça, mais je vous assure qu'une fois, voilà, on s'y pose 5 minutes et c'est quand même assez simplifié parce que là, vous avez juste à remplir les valeurs de vos pesées et puis vous avez tous les calculs qui sont faits automatiquement et les grammages par plateau sont indiqués voilà, à droite. Il faut juste remplir à peu près le grammage moyen d'un plateau et il y a déjà des exemples dans chaque secteur d'activité proposé. Donc, c'est simplifié au maximum. oui. Et puis surtout, à la fin du PowerPoint, vous aurez nos coordonnées, donc pas hésiter aussi à nous interpeller si jamais il y a des questions pour renseigner ce tableau ou autre hein, autour du gaspillage. On vous répondra sans souci. Par ailleurs, je vois que donc tu as marqué le pourcentage dû aux déchets inévitables. Donc ça signifie que on peut peser l'intégralité des biodéchets sans faire la distinction entre biodéchets comestibles et non comestibles. Et vous avez déjà proposé des pourcentages qui peuvent être soustraits en fonction du menu du jour des biodéchets non comestibles concernés. Oui, exactement. En fonction du menu, euh, du coup, le pourcentage de déchets inévitables ben, peut varier. Et effectivement, on aura potentiellement un pourcentage plus important si on a à la fois des os de poulet, des épluchures de fruits, comme on disait, assez lourds, hein, des peaux de banane, de l'ananas, etc. Ça peut vite peser lourd. Donc là, voilà, on a un petit barème qu'on utilise, nous, au niveau de nos accompagnements gaspillage. Donc pareil, c'est un petit peu un ordre d'idée. Et puis l'ADEME aussi a proposé un barème aussi à retirer hein, au niveau des épluchures. Donc voilà, pas hésiter à aller là-dessus. Et puis vous aurez des petits graphiques aussi qui vont apparaître automatiquement en fonction des données que vous allez renseigner ici. Donc ça, c'est pour cet onglet-là. Vous avez aussi une autre fiche ici qui est facultative dans le sens où ça permet d'avoir un petit complément pour centraliser un petit peu les grammages que vous allez servir en fait. Euh, donc pour vous expliquer rapidement, on va avoir donc un tableau où on indique hein, le menu du jour avec peut-être plusieurs choix hein, par composante. Vous pouvez indiquer ici sur la première colonne les quantités cuisinées, le nombre de portions produites, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Et ici, du coup, le grammage de la portion servie. Donc là, en fait, on va venir peser une assiette, que ce soit d'entrée, de plat, etc., en correspondant à chacune des composantes, et la comparer au grammage anti-gaspi recommandé. Et sur cette colonne-là, satisfaisant, non satisfaisant, c'est de se dire, bah voilà, est-ce que je remarque qu'il y a un surgrammage très important dans mon assiette par rapport à ce qui va être préconisé hein, pour lutter contre le gaspillage. Et dans ce cas-là, si je remarque que bah, c'est récurrent, que j'ai régulièrement du surgrammage dans mes assiettes, ça peut être une cause, hein, comme on avait vu, de gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est une petite fiche, ou en tout cas qui permet de récapituler ça. Hop, et je passe au dernier onglet. Donc on ne va pas regarder ligne par ligne, hein, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Grosso modo, on va retrouver différentes catégories de causes de gaspillage. Et en face de chacune, vous aurez des observations correspondantes. Et l'idée, c'est de balayer l'ensemble de ces causes et de se dire si oui, c'est mis en place dans mon établissement, non, ou si c'est à améliorer. Et en face, je peux mettre un commentaire. Et en fait, ce petit tableau d'observation peut m'aider à élaborer derrière mon plan d'action. C'est-à-dire que peut-être je vais prendre en compte les observations où j'aurai des à améliorer ou des non. Et dans ce cas-là, ça peut me donner des idées pour mettre en place des actions dans mon plan d'action en corrélation avec mon resto responsable. Voilà, donc ça c'est quelque chose, vous voyez, on va retrouver hein, les thématiques effectifs, achat, production, livraison, service. Donc ça balaye vraiment un certain nombre de sujets. Donc comme on disait tout à l'heure, hein, ça c'est à remplir tranquillement quand vous avez bah, du temps dédié pour le gaspillage et se dire, bah, voilà, ça peut être rempli dans le cadre de réunions du groupe de travail par exemple.
Voilà, ça c'est ce document Excel. Vous aurez ce document à disposition après le webinaire. Donc surtout, pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à ce document, s'il y a des choses pas claires. Voilà. Hop, je reviens sur le PowerPoint. Hop, alors. Donc, des outils disponibles. Donc, votre espace en ligne également, Mon Resto Responsable. Donc, je pense que tout le monde doit connaître du coup son espace ou va le connaître prochainement. Je ne sais pas si tu voulais dire deux mots, Virginie, là-dessus. Non, non, enfin, c'est pas forcément utile de trop revenir dessus. Après, peut-être juste dire qu'on a quand même des ressources qui sont mises à disposition aussi sur l'espace en ligne Mon Resto Responsable quand les restaurants ont créé leur compte. Souvent, on pense pas à regarder, fouiller sur le site web, mais on a des ressources mises à disposition et aussi des appuis terrain. Donc, par exemple, Yana Agroécologie pour la Guyane figure parmi les appuis terrain proposés pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et la collecte et valorisation des biodéchets. Donc on a essayé, alors c'est pas exhaustif, hein, bien sûr, on essaie au maximum de se tenir au courant. J'en profite pour vous passer un message. Si vous connaissez des associations, des structures de l'économie sociale et solidaire qui travaillent dans l'environnement de l'alimentation durable au sein de vos différentes régions respectives, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on puisse les référencer sur notre site web pour que n'importe quel établissement puisse faire appel à ces structures de manière à être accompagné localement sur leurs projets d'amélioration de leur service. Ça marche, merci Virginie. Et du coup, pour continuer, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. On a le logiciel Menuco qu'on propose en fait, qui est un logiciel en fait qui a été co-créé par Restoco et l'ADHEN. Donc l'ADHEN, c'est une association de diététiciens en fait, nutritionnistes. Et du coup, ce logiciel permet, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure en début du webinaire, mais du coup de pouvoir gérer les plans alimentaires, les menus, les fiches recettes, la gestion des stocks et le gaspillage alimentaire. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu la partie gaspillage, puisque du coup, ce logiciel est totalement gratuit sur les parties nutrition et gaspillage. Il y a juste la gestion des stocks qui est payante à l'année. Donc voilà, ça c'est quelque chose, si vous souhaitez utiliser ce logiciel pour compiler vos données, notamment de gaspillage, si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer une fiche d'inscription en fait, où il y a juste besoin de votre adresse mail, de quelques éléments de renseignements sur votre établissement. Et derrière, en fait, vous aurez un identifiant, un mot de passe pour vous connecter sur votre session. Et vous aurez accès du coup à cela. Et vous pouvez donc utiliser sans souci le gaspillage de façon totalement gratuite. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer rapidement comment ça fonctionne pour que vous ayez un peu une ordre d'idée sur le fonctionnement. Donc c'est un logiciel en fait qui est plutôt voilà, intuitif au niveau utilisation. Enfin, ça reste relativement simple. Par rapport au gaspillage, donc l'idée, ça va être de venir créer une session de pesée. Donc là, on a le bouton créer, on va mettre un libellé, donc le titre de la session. Donc ça peut être par exemple, je souhaite faire une semaine de pesée au mois de mai. Donc je vais indiquer mai 2026 par exemple, avec la date de départ du début de mes pesées. Donc imaginons que voilà, je vais peser à partir du 18 mai. Le nombre de pesées sur la période. Donc, par exemple, je suis un établissement, admettons, scolaire et je souhaite faire 5 pesées dans ma semaine, donc sur mes 5 déjeuners. Ici, je vais indiquer donc en nombre de pesées 5. Mes étapes de pesée, donc ça, on peut tout à fait les paramétrer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'idéal, c'est de commencer par les restes d'assiette, les restes de production et les restes de pain. Donc, je vais venir sélectionner mes étapes de pesée. Mon type de pesée, donc dans un premier temps, je veux rester sur du global, c'est-à-dire que je vais peser l'ensemble de mes composantes mélangées. Mais si je souhaite aller de façon plus précise, je peux peser par recette. Dans ce cas-là, comme on disait tout à l'heure, hein, si on veut peser une recette végétarienne parce qu'on a fait un nouveau plat et on veut évaluer du coup le gaspillage sur cette recette, on peut tout à fait le faire.
c'est vrai que dans un premier temps, voilà, je vous conseille de rester sur du global, surtout si voilà, c'est la mise en place des pesées. Une fois qu'on a fait cette partie de paramétrage de session, on enregistre. Donc, notre session est sauvegardée ici, donc mai 2026, hein. Et donc, je peux tout à fait préparer en amont une session de pesée, hein, en amont de mes pesées. Et le 18 mai, une fois que j'aurai fait mes pesées du jour, je vais cliquer sur Nouvelle pesée. Et dans ce cas-là, donc, je sélectionne la date du 18 mai. On va me demander, on en parlait tout à l'heure, le nombre de repas prévus, nombre de repas produits, nombre de repas servis, avec du coup les indications, hein, sur quelle donnée correspond à quoi en fait. Donc par exemple, nombre de repas prévus, j'ai commandé pour 150 convives, j'en ai réellement produit peut-être que 140 et j'en ai servi peut-être 138, voilà, réellement. Donc c'est là où on peut voir, hein, la fluctuation liée aux effectifs. Ensuite, par rapport au menu du jour, donc soit j'ai la possibilité de renseigner manuellement mon menu dans les cases ici. Menu nutrition, en fait, c'est si on utilise le logiciel au niveau nutrition, je peux associer en fait un menu que j'ai déjà enregistré à cette pesée-là. Donc ça m'évite en fait de renseigner tout à la main. Ou alors menu recette, c'est si voilà, je renseigne une recette qui est déjà disponible dans le logiciel. Et le menu article, c'est si j'utilise la gestion des stocks. Donc pour notre cas, on va plutôt rester sur le menu manuel. Je sélectionne mon type de convive. Donc voilà, on va venir en fait sélectionner par exemple enfants et adolescents hors métropole si je suis sur du scolaire. Le type d'établissement. Donc par exemple, on va faire un collège. Ici, on va me demander mon prix plateau. Donc le prix plateau, en fait, c'est le prix de revient. Donc soit vous allez indiquer votre prix de revient, par exemple, moyen à l'année, ou soit si vous connaissez donc spécifiquement le prix de revient du jour, l'idéal c'est de le mettre, puisque du coup ce sera une info encore plus précise. Donc si vous le connaissez, du coup c'est l'idéal. Donc par exemple, si je suis à 2,10 par exemple et de 20 en TTC. Mon poids plateau, alors mon poids plateau, ça correspond en fait au poids moyen de mes composantes qui sont inscrites sur mon plateau. Donc là, en fait, par rapport au type de convives que j'ai sélectionné, donc enfants et adolescents, hors métropole de collège, ça m'indique que en moyenne, le poids plateau est environ à 500 grammes, 505 grammes. Voilà, ça varie en fonction du type de convive qu'on va indiquer. Et je vais renseigner mes entrées. Donc, par exemple, carottes râpées. En plats principaux, je vais indiquer du poulet au curry, par exemple. Accompagnement du riz. Produits laitiers, on va mettre par exemple du fromage. En dessert, on va mettre allez, de l'ananas. Et en annexe, le pain. Une fois que j'ai indiqué mon menu, je clique sur Suivant et là, je vais venir renseigner mes données de pesée. Donc, par exemple, les restes d'assiette, ben, j'ai pesé 12 kilos. Mes restes de pain, j'ai pesé 3 kilos. Et mes restes de production, admettons, j'ai pesé 4 kilos. Là, j'ai un petit espace pour mettre mon commentaire. Donc, par exemple, si ce jour-là, je constate qu'il y a plus particulièrement du gaspillage parce que c'était une journée où on a testé une nouvelle recette qui n'a pas forcément trop plu, ou alors s'il y a la grève ou autre, voilà, j'indique une des causes possibles en fait dans mon commentaire. Sinon, je passe indirectement, je clique sur Suivant. Et derrière, en fait, ça va vous amener un petit récapitulatif où on va avoir le détail des pesées sur cette journée-là. Donc, ça me donne des petites statistiques, en fait, voilà, par rapport à mes restes d'assiette, un pourcentage gaspillé par rapport à mon poids plateau, mes restes de pain, mes restes de production. J'ai un petit graphique aussi qui me permet d'avoir la notion, hein, de la répartition du gaspillage. Donc ça, c'est par journée. Et une fois que ma session est totalement renseignée, donc que j'ai indiqué mes 5 journées de pesée, j'ai accès à un récapitulatif global, donc, où on a un tableau. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien.
Hop, je zoome un petit peu. Bien, On a un merci. tableau. Ouais. On a un tableau, voilà, où on va pouvoir, bon là on a une seule journée de renseigner, mais avoir du coup des données sur le poids de gaspillage cumulé à la semaine, enfin sur l'ensemble de ma session, le coût global aussi du gaspillage sur ma session de pesée, et il y a aussi les données ramenées aux convives. Donc là, par exemple, je sais que en fonction de ce que j'ai indiqué, j'ai 60 centimes de gaspillage par convive, ce qui correspond à 138 grammes de gaspillage par convive. Enfin, voilà, ça me donne des éléments statistiques. Et pour terminer là-dessus, j'ai aussi accès donc, à un tableau de bord qui me permet de suivre le gaspillage depuis le début que j'effectue des pesées. Et en fait, à partir de ce tableau-là, donc là, par exemple, on parlait tout à l'heure d'extrapolation, mais j'ai l'estimation du gaspillage pour un repas servi. Si je sais qu'à l'année, je sers, je ne sais pas, 30 000 repas, par exemple, en fait, le calcul se fait automatiquement pour extrapoler mes données. Donc là, en fonction de ce que j'ai indiqué dans mon logiciel, je sais que j'ai environ 10 000 euros TTC de gaspillage à l'année. Donc c'est pour ça que souvent ça parle bien aux gestionnaires, ça interpelle rapidement ces chiffres globaux d'extrapolation. Et j'ai accès voilà, à des petits graphiques aussi qui me permettent de voir un petit peu l'évolution dans le temps de mon gaspillage. Donc voilà, c'est un outil qui peut tout à fait vous permettre de compiler facilement vos données de gaspillage en parallèle du fichier Excel si vous le souhaitez. Donc oui, du coup, ça veut dire que là, à disposition des participants, il y a ce fichier Excel pour commencer, s'ils souhaitent, mais il y a Tout à aussi fait. la possibilité d'ouvrir un compte gratuitement sur Menuco, qui Oui, ouvre la possibilité d'avoir 2 modules gratuits. Donc le module pour la création de plans alimentaires, qui va être connecté du coup au module que tu viens de nous présenter, où après on peut sélectionner les menus qu'on a intégrés dans le plan alimentaire pour ensuite noter le gaspillage corrélé à ces menus. exactement. Donc, Et sur vous la avez partie aussi... plan alimentaire, ce que je tiens du coup à dire aux participants, c'est Ouais, qu'on va voir pour organiser aussi une présentation de ce module-là à l'occasion de nos dernières sessions de formation qui sont prévues à l'automne, donc en fin d'année. En fait, il y a donc l'Association française des diététiciens nutritionnistes qui va organiser un cycle de plusieurs webinaires sur différentes thématiques à partir de septembre. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir proposer cet outil aussi gratuit pour les établissements qui souhaitent avoir un suivi de leur plan alimentaire et gratuitement, quoi. mm, tout à fait. Et puis du coup, je rebondis aussi là-dessus, c'est que la partie fiche recette vous permet aussi d'avoir accès à des recettes déjà enregistrées dans le logiciel. Donc en fait, les personnes les utilisateurs en fait choisissent de partager ou pas leurs recettes selon les établissements. Mais du coup, on en vient à avoir, je crois, un peu plus de 4000 recettes enregistrées. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une base de données si vous souhaitez l'utiliser ou pas en fonction de vos besoins. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui sera disponible aussi si vous souhaitez y accéder. Super, merci beaucoup Mélanie. Il Pas nous de reste souci. 5 minutes du coup. Est-ce qu'on Oui. avait prévu autre chose dans la présentation ou est-ce qu'on t'avait prévu présenter un autre outil peut-être? Alors, c'était tout bon de mon côté. Je ne sais pas s'il y a Ouais, des questions sur super. le logiciel ou si... alors, attends, je reviens sur le PowerPoint. Tac. Hop. Est-ce Du coup, qu'il y a des questions éventuellement pour clôturer cette session? Alors, s'il n'y a pas de questions, je voudrais juste déjà te remercier, Mélanie, parce que c'est pas évident de faire ce type de présentation à distance. Et j'ai trouvé ça très dynamique. Et alors, bien sûr, je suis de chez Restocco, je ne vais pas dire que c'est mauvais, bien sûr. Mais je n'aurais pas signalé si c'était bon, si c'était pas bon, tu vois. Enfin, voilà. Donc, franchement, merci beaucoup parce que c'est un sacré challenge. T'as assuré. J'ai avec beaucoup plaisir. apprécié ce dynamisme-là. Et je voudrais dire aux participantes et aux participants que vous allez toutes et tous recevoir un mail là qui est programmé pour dans 10 minutes. Donc, merci, s'il vous plaît, de répondre à ce message. En fait, il y a un lien qu'on va vous adresser avec une enquête de satisfaction, savoir si vous avez apprécié ce format, si vous avez des remarques, si vous souhaitez justement, suite à ce webinaire, si vous disposez d'assez d'outils
pour pouvoir vous lancer dans une démarche de diagnostic et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi il faut absolument que vous y répondiez? C'est parce que on effectue cette action en partenariat et avec le soutien des pouvoirs publics, en fait, tout simplement. Et il faut qu'on puisse aussi justifier notre action, montrer qu'on avait bien un certain nombre de participants et pouvoir faire un retour sur leur appréciation, en fait, de ces temps, à leur appréciation honnête. Je vous dis pas de dire que vous avez apprécié ça si vous n'avez pas apprécié, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin de votre retour, c'est essentiel. Et dans ce mail, vous aurez le lien pour accéder à un Google Drive où vous aurez le support de présentation qu'avait préparé Mélanie, qu'elle vous a présenté, et aussi tous les outils qu'elle vous a présentés. Donc, elle vous en a présenté que quelques-uns parce qu'elle en a mis plein d'autres à votre disposition sur ce Drive. Et donc, vous avez vu la slide juste avant, nos 2 coordonnées si vous ne les aviez pas encore pour nous contacter si besoin. Je rappelle par ailleurs que théoriquement, ces webinaires sont ouverts aux établissements volontaires qui intègrent la démarche Mon Resto Responsable. Donc, je rappelle que je suis à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche si vous n'êtes pas déjà encore inscrit. Et donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur le site internet Mon Resto Responsable de manière à ce que je puisse prendre la tâche avec vous au plus vite. Merci à toutes et à tous. Oui, moi je tenais à vous remercier aussi pour le dynamisme, votre participation aussi à tous pour tout au long du webinaire, parce que ça c'est vrai que c'est toujours un exercice pas forcément facile quand on est à distance, et c'est vrai que quand on a voilà, des participants aussi dynamiques, c'est toujours plaisant. Donc merci beaucoup, merci Virginie pour cette organisation, et puis à bientôt. À bientôt, merci. Je vais prendre l'applaudissement. Bon, je dis à très bientôt. Au revoir. Bonne continuation, au revoir.